dans un monde où le manque de sens pousse les gens dans une poursuite frénétique de plaisir et de chip dopamine, toi, tu nous proposes une nouvelle vision, une nouvelle perspective, celle d'inventer un sens à ce qu'on veut réaliser et d'utiliser le plaisir pour y arriver. Baptiste, comment t'es tombé dans la marmite? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête le jour où tu t'es dit, allez, vas-y, moi, je vais devenir un dealer de kiff, je vais en faire un business et je vais aider les entrepreneurs à retrouver le kiff et gamifier leur business tous les jours. Bah, si tu veux, moi, le truc, c'est que j'ai testé le contraire et ça n'a pas du tout fonctionné pour moi. J'ai testé la technique un peu burn-out, tu sais, où bah, tu bosses comme un connard toute la journée, Ouais. tu fais des heures, tu fais du contenu quotidien. Ça, c'est un truc que j'entends beaucoup chez les entrepreneurs qui se crament la tête. T'arrêtes pas, tu fais des séquences mail, tu essaies d'être sur tous les réseaux en même temps, tu fais des événements, du coaching, des formations, du consulting, des livres, des machins, des trucs, et à la fin, t'en peux plus. Et du coup, Ouais. j'ai testé ça. Et bah, pour moi, ça marche pas. Et je me suis dit, OK, peut-être qu'il faut que je trouve une approche qui me ressemble plus, parce que je vois que les entrepreneurs qui me fascinent, alors c'est pas forcément les gens qui fascinent tout le monde. Je pense à des Elon Musk, des Zuckerberg, des Steve Jobs, même des David Laroche, des Franck Nicolas. Ces gens comme ça ne m'inspirent pas du tout. Moi, ceux qui m'inspirent, c'est ceux qui sont un peu moins connus, mais qui s'amusent beaucoup. Pas forcément qui font des chiffres pas possibles, mais vraiment qui ont un plaisir pas possible à faire du chiffre, en faisant du chiffre du moins. Et donc, l'idée, c'est de se dire, OK, comment je peux créer des ponts entre ce qui m'amuse et ce qui me rapporte du blé. Et je me suis dit, ben, peut-être que la gamification, ce serait un point d'entrée. Et en fait, c'est plus que le point d'entrée, c'est le chemin tout entier, tu vois, c'est la façon de penser ton business. Ah bah justement, bah, dans le bouquin que j'ai juste là, Entrepreneur du kiff, du coup, que j'ai écrit il y a quelques mois, j'en parle un peu et je disais, voilà, justement, si tu veux avoir un business qui est attractif, moi c'est ce que je vends en tout cas à mes clients, euh, il faut que toi-même tu sois attractif. Et pour être attractif, il faut que tu sois convaincant. Et pour être convaincant, il faut être convaincu. En fait, pour moi, ça c'est une des règles de l'attractivité. Et je me suis dit, ok, bah, je vais faire un business où juste les choses sont amusantes pour moi. La façon de faire est amusante pour moi. Les gens que j'attire sont amusants pour moi. Les offres que je délivre sont amusantes pour moi à créer, à délivrer et à communiquer. Et quand quelque chose me saoule, j'arrête. J'ai eu un débat, c'était hier, sur la discipline avec Nicolas, peut-être tu l'as vu passer. Bien sûr. Voilà. Et du coup, bah, on a eu ce débat de est-ce qu'il faut être discipliné ou pas. Et en fait, moi, je reste carrément campé sur mes positions où je dis plus tu es indiscipliné, plus tu laisses une place à la spontanéité. Et plus tu laisses la place à la spontanéité, plus tu crées de la connexion et de la proximité avec les gens. Et c'est ça, en fait, qui fait vendre. Moi, les gens qui viennent me payer et qui me payent cher, ils me payent parce que ils disent en fait, Nourri, le mec, c'est un pote quoi. C'est pas un entrepreneur professionnel, casu, qui est un peu corporate, etc. C'est un mec, c'est un jeune gars, il est sympa, il est drôle, il fait des blagues, elles sont pas toutes marrantes, mais c'est cool de passer un moment avec lui. Et du coup, on rigole bien avec lui, on s'amuse et on voit pas le temps passer en fait quand on fait la transformation. Moi, j'ai déjà fait des coachings où pendant le coaching, tu pleures, c'est compliqué, c'est difficile, faut forcer, faut sortir de sa zone de confort, faut se dépasser, machin. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi on pourrait pas juste faire pareil, mais en s'amusant, en cassant un peu le contexte de la difficulté et en se disant, bah, ça va être amusant de se transformer, ça va être amusant de grandir, ça va être amusant d'apprendre des trucs chiants comme le marketing, ça va être amusant de prospecter, de générer des leads, etc. Et voilà. Donc, c'est un peu la transition que j'ai fait. Donc, pour la version courte, le burn-out, j'ai testé. Le marketing payant, j'ai testé. La publicité, j'ai testé. Les techniques de séquence mail et tout, j'ai testé. Tout ce que j'ai testé que j'ai pas aimé, je l'ai dégagé. Et tout ce qui m'en reste, c'est le plaisir, c'est l'amusement. Et je me suis rendu compte à quel point ça vend de s'amuser. Donc je me suis dit, bah, autant m'amuser toute ma vie et faire de l'argent grâce à ça. Voilà, la transition, comment elle s'est passée. Baptiste, j'ai vu ton interview hier et je me suis dit, mais putain, c'est pragmatique, c'est logique. Si la discipline, c'est d'accepter la douleur temporaire et de sacrifier le plaisir pour réaliser ses objectifs, on peut faire l'inverse. On peut jouer un petit peu avec les codes du cerveau et du coup mettre le plaisir au service de ce qu'on fait. C'est un peu de l'automanipulation, à mon avis, qui marche très bien. Euh, mais Baptiste, tu es tombé dans la marmite du coaching par hasard. Avant, tu faisais de la psychologie, tu avais 20 ans, si je me souviens bien. Tu as fait des études en psychologie, tu as rencontré quelqu'un, il t'a posé des questions, tu as parlé avec lui et hop, tu avais signé ton premier client sans même t'en rendre compte. Est-ce que toi, Baptiste, tu n'as jamais rêvé du lifestyle entrepreneuriat, digital nomade, la liberté financière, tout ça, tout ça?
Bullshit. Énorme bullshit. Pour moi, c'est du Exactement. caca, ça. Ouais, je suis un sédentaire, entre guillemets. Je m'en fous de voyager, je m'en fous de voir le monde entier. Je m'en Ouais. fous d'aller vivre dans un appart 50e étage à Dubaï ou à Londres ou je sais pas où. J'habite à Menton. C'est une petite ville pleine de retraités. Le truc national, enfin, le truc local, c'est les citrons. Voilà, nous on vit pour les citrons à Menton. Il y a du soleil, il y a de la mer, il y a une bonne humeur, il n'y a pas excessivement d'argent. Et c'est génial. Voilà. Moi, je suis très content d'avoir mes petites habitudes, ma petite routine, mes petits trucs tranquilles, où personne vient me faire chier. Je suis très content d'avoir pas énormément de clients. Il y en a beaucoup qui disent ouais, moi je veux avoir un business avec plein de clients et tout. L'horreur, clairement l'horreur. Ouais. Moi, je préfère avoir peu de clients et chaque client, bah, c'est un pote avec qui je m'amuse, avec qui je discute et tout. Voilà. Et voilà quoi. Enfin, pour moi, c'est ça la vie. C'est pas digital nomade, bah, pourquoi bouger? Si t'es bien à l'intérieur, t'as pas besoin d'aller chercher des solutions à l'extérieur. En fait. Enfin, je pense à tous ces gens qui partent à Bali, qui partent à Dubaï, qui part une semaine en vacances, va t'amuser, prends-toi pour un roi parce que là-bas, un plat ça coûte 1 euro. Mais garde les pieds sur terre en fait. Enfin, si t'es bien à l'intérieur, le voyage Exactement. c'est du bonus, c'est pas censé être le. Voilà. Moi je le C'est vois comme vrai, ça. pour l'avoir, vécu l'année dernière, en décembre, bouger de pays en pays. En fait, c'était pour moi, c'était cauchemar en cuisine, quand j'ai commencé à faire un chiffre d'aff enfin, j'ai fait le meilleur chiffre d'affaires de ma vie l'année dernière. Ça m'a poussée, au burn-out. Résultat, j'ai arrêté pendant 4 mois, je ne faisais plus rien. Je pouvais même plus voir mon écran et justement, ce retour à l'essentiel, c'était pour moi retrouver le kiff dans les choses les plus simples du quotidien et ne pas être tout le temps dans une poursuite de résultats, mais c'était dur. Hem et en fait, si on regarde notre éducation à nous tous, quelle que soit notre culture ou notre background, on a appris les il faut, les je dois, les il faut faire tes devoirs, il faut que tu bosses dur, il faut que, tu vois, il faut que tu sois le meilleur, il faut que tu te démènes, no pain, no gain, la vie n'est pas un jeu. Mais pour toi, Baptiste, la vie est un jeu. D'ailleurs, tu as écrit un livre sur le sujet, Les règles du jeu, en 2020. Tu as écrit 100 questions à se poser pour kiffer sa life, pour une vie incroyable et en 2023, en février, tu as sorti Entrepreneur du kiff. Heu, Comment on peut rendre ta vie, voilà, un jeu. Déjà comprendre comment ça fonctionne un jeu. Il y a plein de gens qui savent pas comment ça fonctionne un jeu et c'est tellement dommage. Putain, quand t'es entrepreneur et que tu sais pas jouer, va faire des frites à McDo, c'est pareil, tu seras payé aussi. Et puis voilà, c'est très bien quoi. Donc ouais, pour la première chose, c'est déjà comprendre un fonctionnement de système gamifié, de se dire ok, bah, un jeu c'est, alors je vais pas faire un cours de gamification maintenant, mais il y a plusieurs phases. Il faut comprendre les différentes phases. Le discovery, l'onboarding, le scaffolding, l'endgame et l'incentive, c'est les différentes phases que tu peux trouver dans n'importe quel jeu. OK. Et de te dire, bah, ton business, c'est aussi un jeu. Et qu'est-ce qui se passe en fait si on regarde un business comme un jeu? On commence à le transformer en jeu naturellement parce que on cherche à le rendre amusant, divertissant, pertinent, puissant, transformateur et marquant aussi. Moi les événements que je fais, je suis en train d'en préparer un là, en exclu pour ton live, du coup, c'est le premier endroit où je le dis. Ouais. Bah, c'est super important d'avoir un système de vie, un fonctionnement, en tout cas à mon sens, dans lequel tu prends en compte le fait de t'amuser. C'est ça le plus important. Et au-delà de comprendre comment fonctionne un jeu, avant ça, c'est de se dire comment moi je fonctionne en tant que joueur, pas en tant qu'humain, en tant que je sais pas quoi, vraiment en tant que joueur, qu'est-ce qui m'amuse. Et là, on a par exemple la typologie de Bartle, moi c'est ce que j'utilise le plus, c'est les différentes typologies de joueurs, parce qu'en fait, il faut savoir que chaque être humain s'amuse, mais chaque être humain s'amuse différemment. Tu as OK. les tueurs, par exemple, eux, ils aiment la compète, ils aiment la performance, ils aiment défoncer tout le monde, etc. Donc, c'est des gens que tu vas retrouver sur League of Legends, Call of Duty, des trucs comme ça où voilà, c'est le Mmh. meilleur qui gagne. Tu vas avoir les explorateurs, dont moi je fais un petit peu plus partie. C'est des gens qui aiment s'approprier leur environnement, découvrir, Ouais. tester un petit peu par-ci par-là. Donc, c'est des gens qui League of expérimentent. Legends, Minecraft, ce genre de choses. Voilà, plutôt Minecraft. Ouais. Minecraft, c'est un très Ouais. bon exemple. Tu as les accomplisseurs. Là, moi, je suis très, très accomplisseur. C'est des gens qui aiment avoir les jauges à 100%, qui aiment avoir des trophées, qui aiment vraiment compléter, en fait. C'est des complétionnistes. Et après, tu as les socialisateurs. C'est des gens qui prennent leur pied quand ils partagent une expérience avec quelqu'un d'autre, notamment des gens qui vont jouer au Monopoly. Tu joues au Ouais. Monopoly, pas pour le Monopoly, mais pour le moment de partage avec ta famille, par exemple. Ouais. Et juste de savoir quelle typologie est la tienne, euh, bah, tu peux déjà transformer ton business en fait. Moi, j'ai plein d'entrepreneurs, ils viennent me voir, je leur fais faire la typologie et je leur dis voilà, tu as un business de tueur où tu vises
la performance, le chiffre d'affaires, la discipline, être le meilleur, dépasser, être leader de ton marché, celle-là on la connaît bien, ce Ouais. genre de choses. Et en fait, quand tu travailles un peu avec la personne et que tu discutes, tu te rends compte que la personne, en fait, elle est explorateur ou elle est socialisateur, elle s'en bat les reins de faire de l'argent. Et elle se dit, moi, je veux que l'argent, ce soit juste une conséquence naturelle du fait que je m'amuse. Et mon taf, en fait, c'est de te faire passer d'une typologie qui ne te correspond pas Ouais. à une typologie qui te correspond beaucoup plus. Et ça change complètement la donne. Et quand je vois des entrepreneurs qui rentrent dans leur typologie, il y a tout qui change. Ils deviennent magnétiques, ils commencent à faire du contenu de fou, ils commencent à attirer des opportunités de malades, des gens qui passent à la télé, des gens qui se font contacter par des radios, des posts qui buzzent, enfin des trucs complètement fous. Et voilà, donc c'est super important de connaître ta typologie de joueur. Ça te permet déjà de mieux comprendre comment tu fais du business et comment tu fais du business qui te rend heureux avant même de te rapporter de l'argent. C'est vrai, c'est important de se connaître et pour se connaître, il faut se mettre, dans le terrain, expérimenter, faire des erreurs, avoir des échecs. Hem, je t'ai connu, Baptiste, grâce à une citation il y a pas très longtemps où tu disais: «L'argent, plus on s'en plus ça marche». Et depuis, à chaque fois que je te lis sur les réseaux ou que je vois une vidéo de toi, tu es en train de casser les codes et en fait, j'aimerais savoir comment tu as eu cette vision et comment tu as pu l'assumer? Même pas peur, quoi. C'est genre, je m'en fous complètement des résultats, j'avance, je fais ce qui me fait plaisir, je structure pas mes créations de contenu et ça marche. Mais comment tu as pu te libérer de la peur, de manquer ou de la peur de ne pas avoir assez? Je me suis connecté à plus grand. Je me suis dit, OK. soit tu te connectes à un truc que tu maîtrises pas, l'argent tu le maîtrises pas, les ventes que tu fais tu les maîtrises pas, le chiffre d'affaires tu le maîtrises pas. Souvent les gens ils disent ouais moi je vise 10 000 € de chiffre d'affaires par mois par exemple, le fameux cap de 10 000 €. Ouais. Et je leur dis là tu vises un fantasme en fait, parce que ton client c'est lui qui décide s'il te paye ou s'il arrête de te payer, c'est lui qui décide quand est-ce qu'il te paye, comment est-ce qu'il te paye et ce que tu vas devoir faire comme travail pour lui. Par contre, si tu commences à avoir des objectifs qui sont basés sur ce que tu contrôles à 100%, donc par exemple, contacter 5 personnes, envoyer un MP à cette personne qui était intéressante pour moi, créer un contenu spontané, là, c'est des choses que tu contrôles. Et déjà, quand tu es connecté à ce que tu contrôles, tu casses un petit peu cet enjeu de la peur du manque. La deuxième chose, c'est de regarder les choses en face. Si tu as peur du manque, c'est que tu n'as pas de sentiment de sécurité et qu'il faut que tu commences par là, en fait, que tu commences par te sentir en sécurité. Tu peux pas être attractif si tu te sens pas en sécurité. C'est juste inconcevable. Donc moi, les gens, je leur dis, et je l'ai écrit dans mon bouquin, je leur dis, si t'as pas beaucoup de thunes et que tu cherches des clients et que tu me dis j'ai besoin de clients, je te dirais non, t'as pas besoin de clients, tu as besoin d'un boulot. Va te trouver un boulot, remplis un compte épargne, sens-toi mieux avec cette épargne et là, tu pourras être attractif et bien servir tes clients. Les gens qui sont dans le manque et qui essayent on les voit, hein, c'est facile à reconnaître. Ouais. Ouais, j'ai fait une super promo, moins 100% sur mon pack, promo de 24 heures, tu vois, bref, je vais rien dire. Ouais, Bah, ces gens-là qui puent le manque, en fait, déjà, ils vont le répandre. réfléchis. Voilà, tu le sens et c'est super répulsif, comme tu dis. Et à côté de ça, les gens qui n'ont pas ce besoin de faire de l'argent, parce qu'ils s'en foutent, les gens le ressentent. Et c'est ça, en fait, que je veux dire quand je dis plus tu t'en bats les couilles de faire de l'argent, plus tu fais de l'argent, c'est parce que tu es détaché de ça. Et quand tu es attaché, tu crées un enjeu. Et ça, je le vois beaucoup, par exemple, dans le jeu vidéo, parce que je suis gros consommateur de jeux vidéo. Euh, il y a des jeux, en fait, notamment la série des Dark Souls, c'est des jeux qui sont basés sur la difficulté. Je me rends compte qu'à chaque fois, parce que c'est des jeux en fait qui sont très punitifs, si tu comprends pas au millimètre comment fonctionne le boss, tu te fais éclater la gueule. Et c'est des jeux, les gens se braquent beaucoup dessus. C'est des jeux qui sont très critiqués, pourtant qui sont très achetés, parce que les gens perdent parce qu'ils mettent de l'enjeu sur le boss. Alors, ça peut être un boss de jeu vidéo et ça peut être un boss dans la vraie vie où putain, je suis en galère financière, je stresse, etc. Et moi, je me suis rendu compte que ces jeux-là, à chaque fois que je pète un boss ou que je fais un gros accomplissement ou que j'ai de la chance, c'est parce que je m'en battais les couilles que ça marche ou que j'ai de la chance. Et je me rends compte de ça, en fait, c'est que plus tu t'en fous, plus les choses fonctionnent. Mais c'est vraiment c'est un tour de magie que je donne là. Enfin, pour ceux qui sont dans le live, C'est ouf. notez ça, c'est vraiment une putain de formule magique. Tu t'en fous, ça marche. Quand tu es détaché, tu transformes Ah, l'enjeu en jeu. Et voilà. Et le tour est joué, en fait.
Baptiste, tu es coach de coach, coach en confiance en soi, consultant en gamification, mais tu te définis surtout comme étant un enfant éternel, un Peter Pan du web, si je me permets de t'appeler comme ça. Est-ce que tu définis tes objectifs, des objectifs en termes de chiffre d'affaires ou est-ce que tu avances juste avec le kiff et tu te dis: «OK, quoi qu'il arrive, ça va être génial»? Alors, le chiffre d'affaires, plus jamais. Je l'ai déjà fait au début et c'était, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est l'erreur, en fait. C'est de se dire, «Je vise tant d'argent». Ouais, mais ça dépend pas de moi. Donc j'ai aucun objectif financier. Ah, je pense Je qu'à m'en côté fous de faire, mmh, tu vois? Ah, tu m'entends bien? Allô? Ouais, j'ai un petit bug, je crois. oui, Ouais, c'est ça bon, ça OK. Du coup, ouais, c'est ouais, pour moi, le chiffre d'affaires, c'est vraiment l'erreur, en fait. C'est de se dire, bah, je vise 10 000, je vise 20 000. Non, tu vises pas, tu espères. C'est 2 choses très différentes. Et à côté de ça, niveau objectif concret, je les ai juste là. En fait, ce que je fais, c'est que je j'ai pas d'objectif, j'ai des jeux de la semaine. J'ai des actions impactantes hebdomadaires, j'ai, l'action stylée du jour et je copyright ma vie, en fait, tu vois? Donc je pense que ça te parlera. Sur mon tableau, je me vends à moi-même ma vie. Parce que si demain, je te mets sur ton tableau, hem, écrire un post, c'est pas sexy. Bah, écrire un post, OK, tout le monde écrit un post. Par contre, si je mets sur le tableau parler de mon expérience dans la cage de MMA avec un combattant et expliquer en quoi c'est stylé par rapport au business, ok, ça c'est stylé, je vais le faire. J'ai hâte d'en parler. Donc, tous mes objectifs, en fait, ils sont copyrightés et je transforme mes objectifs en bénéfices tangibles que je vais obtenir en accomplissant cet objectif. Impacter des clients avec tel contenu, parler de tel sujet, etc. etc. Donc voilà, c'est vraiment ça le truc, c'est de se dire, ma vie est conçue vraiment, vraiment, vraiment comme un jeu. Et c'est un jeu qui est flexible, dont je fixe les règles en fait. Quand il y a un truc qui me semble plus pertinent ou que j'ai envie de changer, que ce soit une offre qui me saoule, que ce soit un truc que j'ai envie de créer comme ça sur un coup de tête, je le fais en fait. Et j'ai un coach avec Alexandre Spiga, du coup, que j'ai payé, du coup, il m'avait coaché un petit peu. Euh, il m'avait dit la chose qui l'avait le plus impressionné chez moi, et je me rends compte aussi, c'est la vitesse d'implémentation. Il me disait, fais ce truc-là. ouais. Le lendemain, c'était fait. Mais c'était fait, même si c'était une grosse page de vente et tout, c'était fait complètement bien fait. Et ça, je pense que c'est une des choses qui fait que j'ai la chance de réussir aussi. C'est que je me bouge le cul quand j'ai envie de faire un truc, j'attends pas de réfléchir, de laisser le mental prendre la place. Je me dis, ok, j'ai envie de faire un événement, allez, page de vente, ça doit être prêt ce soir. Et je le fais. Et si ça doit durer 5 heures, je le fais 5 heures, tu vois. Du coup, Voilà. j'imagine que ce lien que tu as tissé avec toi-même, du coup, c'est un peu s'apprivoiser, devenir l'ami de soi-même, comprendre comment tu fonctionnes et mettre en place un plan, un code et le suivre tous les jours. Hem, du coup, ce qui me taraude là tout de suite, la question qui me taraude, est-ce que le kiff, c'est une stratégie ou une finalité pour toi? C'est les deux. C'est les deux. C'est une globalité, j'ai envie de dire, en fait. C'est une manière de vivre. Ouais. C'est une mesure, je pourrais appeler ça une mesure. C'est que je me dis, voilà, ce projet, je le fais si la mesure du kiff, elle est élevée. Cette personne, je vais lui parler si la mesure du kiff, elle est élevée. Et je sais pas moi, ce podcast, je vais le tourner si c'est kiffant. Ce sujet, je vais l'aborder. Ouais. Cette personne, je vais lui parler. Cette offre, je vais la créer, etc. Et je me base sur ça, en fait. J'ai toujours ces deux curseurs de est-ce que ça m'excite? Est-ce que c'est kiffant? Est-ce que vraiment il y a quelque chose en moi qui me dit putain, fais-le, ça va être vraiment, tu vois, comme un gamin qui est devant un sapin de Noël, avec tous les cadeaux déjà emballés, tu vois, où il se dit ok, là, c'est mon moment, je vais tout ouvrir, je vais tout déballer, je vais me régaler. Si je me sens pas comme ça avant de faire un truc, je le fais pas. C'est mon travail sur moi-même, c'est ça. C'est le travail le plus profond que je fais sur moi, c'est de me dire est-ce que là, ça m'excite de ouf ou pas? Ouais. Et à côté, niveau de confiance, notamment pour les offres ou les créations, est-ce que j'ai confiance en le fait que ça va contribuer aux gens qui vont consommer ce que je vais créer? Ou alors je le crée pas. Le bouquin que j'ai fait là, qui est ici, je me trompe à chaque fois, quand je l'ai créé, je me suis dit il faut absolument que ça soit kiffant de ouf, que je m'amuse en l'écrivant et que ça contribue aussi aux personnes qui vont le lire. Et du coup, bah, le bouquin, c'est un plutôt bon succès, donc je suis assez content. J'ai vu quelques témoignages, c'est complètement dingue. J'ai l'impression que ce que tu fais aussi, c'est donner la permission aux gens de s'amuser, sans culpabiliser et ça, c'est très important puisqu'on n'a pas été éduqués avec cette philosophie-là, hein. En fait, on se souvient tous d'un moment où on s'est senti comme étant la meilleure version de soi-même, complètement immergé dans ce qu'on fait,
ce qu'on appelle un état de flow, que ce soit dans la vie ou dans un processus créatif. Est-ce que pour toi, l'état de flow, c'est quelque chose qu'on peut préméditer? Est-ce qu'il y a des exercices à faire, des rituels pour se mettre dans cet état-là, pour exécuter les tâches du quotidien ou pour, simplement vivre sa best life? Ou alors c'est quelque chose qui vient, un peu par hasard, qu'on ne peut pas déclencher? Alors moi le flow, j'ai lu le bouquin du coup de Mihaly, Csikszentmihalyi, je crois que c'est un nom super compliqué, imprononçable, le mec qui a créé le flow et le flow, c'est pas un truc que tu peux créer, mais c'est un truc que tu peux dont tu peux favoriser l'apparition. Souvent les bonnes idées, tu les as dans la douche. Tu vois? Tu sais pas pourquoi, tu es sous l'eau chaude: «Putain, j'ai une super idée, mais je suis à poil, faut que j'aille m'habiller, que j'aille la faire». Ouais. Tu vas l'avoir quand tu es dehors en train de faire du sport. «Putain, faut que je rentre chez moi, faut que je me prenne une douche aussi et que j'aille, écrire mon idée». Tu vas l'avoir quand tu es dans l'avion. «Putain, j'ai pas de réseau, je peux pas la noter». Tu vas Mmh. l'avoir quand tu es en train de parler avec quelqu'un. «Putain, on est au resto, il faut que je rentre chez moi, que je» et c'est toujours quand tu es pas où tu es censé être professionnellement que tu as des idées professionnelles incroyables. Parce que, une des plus grosses erreurs de ce siècle, de énormément d'entrepreneurs, c'est de croire qu'il y a une frontière entre le personnel et le professionnel. Tu peux mettre des murs, mais c'est des murs, au bout d'un moment, ils tombent. Mmh. Si ton métier, tu l'aimes pas, ton burn-out, tu vas aussi l'avoir dans ta vie personnelle. Et il y a tout qui va ressortir et ça va dégueuler comme une bouche d'égout. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, le flow, il faut juste déjà savoir qu'est-ce qui chez toi va le créer. Il y a plein de manières de créer du flow. Et là, encore une fois, c'est une question de connaissance de soi. Et cette connaissance de soi, tu peux la faire en partant, par exemple, des typologies de joueurs de Bartel que je citais tout à l'heure. Moi, par exemple, je suis explorateur. Alors, c'est pas le cas, je suis plutôt accomplisseur, mais admettons que je suis explorateur. Amène-moi à la montagne et dis-moi, voilà, il y a une station, promène-toi, va te balader dans la nature, va faire une balade en forêt. Et parce que je suis explorateur et que je vais être épanoui et être dans ma matière à moi et dans mon amusement personnel, ma créativité elle va commencer à s'allumer. Et donc, je peux commencer à avoir du flow. Mais tu peux pas te dire, je vais avoir du flow. Tu peux dire, je vais aller me prendre une douche, ça va me couper un peu et je vais voilà, juste prendre ma douche. Quand tu prends une douche, tu t'en fous, tu vois, tu te savonnes, basta, il se passe rien de plus. Mais parce que tu es dans la douche et que tu es détaché de tout le reste et que tu es vraiment dans le moment présent, là, tu peux favoriser le flow. Et le flow, en fait, c'est une moyenne entre un niveau de défi et un niveau de connaissance, d'expertise. Donc, si tu es expert dans un sujet mais que ça te challenge un petit peu, là, tu favorises le flow. Donc, l'idée, c'est de te dire, OK, qu'est-ce qui m'excite, mais en même temps, me challenge un petit peu. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle les sorties de zone de confort, c'est à partir de là, en fait, que tu as des moments de croissance. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé le business et que je commençais à faire des événements, des machins, un jour, je me suis levé un matin et j'ai dit à ma chérie, écoute, je vais créer un séminaire. Elle me fait, ah cool, bon, on va regarder un peu les salles d'hôtel, les salles de conférence et tout. J'ai dit, non, je vais faire un séminaire sur un yacht et je vais le faire à Monaco. Voilà. Et elle me fait, mais Je me souviens, oui. c'est un premier événement. Enfin, calme-toi, tu vois. J'ai dit non, je vais vraiment le faire. Euh, et tant pis, je vais me ruiner, tu vois. J'avais pas beaucoup d'argent et je me suis dit, nique sa mère, je le fais quand même. Donc, je l'ai fait. Je me suis ruiné. Donc, voilà, comment dire, niveau trésor, niveau compta, Mais tu c'était kiffé? absolument, voilà, c'est n'importe quoi. Mais je me rappellerai toute ma vie. J'ai un after movie Ouais. qui est incroyable, tu vois. Et je peux avoir cette fierté de me dire, mon premier séminaire, je l'ai fait, j'avais 20 piges et je l'ai fait sur un putain de yacht, tu vois. Le premier de ma vie, pas sur un truc classique, une espèce de Ouais. salle de conférence grisonnante dans un hôtel Ibis de budget là. Je me suis dit, ouais, on commence lourd. Et j'ai fait pareil avec tous mes projets qui ont le mieux marché. C'était, ok, c'est quoi le truc qui est au-dessus de la moyenne, que moi je considère profondément au-dessus de la moyenne, qui me challenge un petit peu, qui va me pousser un petit peu en dehors de mes retranchements, mais qui va m'exciter, pas me faire paniquer. Et ce flow-là, en fait, ça te permet de créer vraiment les plus grosses dingueries possibles. Et malheureusement, bah, on t'apprend à rester calme, à faire des business plans, à faire une analyse de marché, à créer ton avatar client, tout ça. Et moi, tout ça, moi, ça m'emmerde. Et je me suis dit, moi, je veux juste bosser avec des humains, m'amuser, créer des events, rigoler et m'en rappeler toute ma vie. Voilà. Moi, mon business, c'est ça. Et ça marche très bien. Yes, je t'ai déjà entendu dire dans une interview que tu faisais pas de copywriting. Après, j'ai su que tu avais fait 2 ans d'études en psychologie et je me suis posé la question: «Mais le mec, il fait du copywriting sans se l'avouer à soi-même», puisque le copywriting, c'est connaître la nature humaine et du coup la psychologie et l'utiliser dans sa communication, dans sa création de business. Pourquoi ne pas faire de copywriting? Alors,
faut voir juste la définition de copywriting. Moi, ma définition du copywriting, c'est écrire pour convaincre. Et moi, j'ai personne à convaincre. Je suis convaincu et les gens qui sont sur ma Mmh. fréquence, ils arrivent tout de suite. Et Mmh. à aucun moment, tu vois, je vais essayer de faire des techniques un peu. Je vais te parler de machin, des douleurs, des trucs. Je vais te dire ce que je fais. Si ça te plaît, tu viens. Si ça te plaît pas, tu vas voir ailleurs. Moi, mon copywriting, c'est ça, tu vois. J'ai pas de structure de vente, j'ai pas de technique pour convaincre, pour essayer de te faire comprendre que mon offre, elle est cool pour toi. Si mon offre, elle est cool pour toi, tu vas le sentir. Tu vas pas le lire, tu vas le sentir. Pour moi, moi, si tu veux, quand je prends quand j'investis dans un coaching, dans une formation, dans quelqu'un qui va m'accompagner sur quoi que ce soit, j'achète pas ce qu'elle me dit, j'achète ce qu'elle est. Et pour moi, quelqu'un qui a besoin de texte uniquement pour Ouais. vendre et qui mise pas un petit peu sur sa personne, il est flingué. Il va pas réussir à tenir Mmh. pendant 1 an de plus que ça sur le marché aujourd'hui. Encore plus avec avec ChatGPT, avec les IA, etc. On pourra y revenir. Maintenant, c'est facile de convaincre quelqu'un. Maintenant, pour moi, le vrai marketing, c'est pas convaincre les gens, c'est être tellement soi-même qu'on est attractif naturellement pour les bonnes personnes. Parce que je peux aller convaincre un dépressif de 55 ans qui est, je sais pas, cadre dans le CAC 40 et qui vit sa pire vie. Je peux le convaincre, je peux lui vendre un coaching je sais pas, 20 000 euros. Mais ça m'intéresse pas de le faire. Moi, je préfère avoir des potes. Et les potes, quand je veux aller au cinéma avec eux, je leur dis pas, alors, les bénéfices d'aller voir ce film vont être, tu vas manger du popcorn, tu vas participer à un bel événement, tu vas. Non. Eh, t'es chaud, on va voir un film. Voilà. Et ça marche beaucoup mieux. C'est comme ça que je vois les choses. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a pas de camp à vaincre et puis, moi, je donne toujours ce conseil à mes clients en copywriting, justement, je leur dis: «Considérez tous vos prospects comme étant déjà clients et ils deviendront des clients» parce qu'il y aura C'est pas clair. ce gap, vous n'allez pas construire des murs contre eux, il y a pas un jeu d'échecs, si tu veux, puisqu'on parle de gamification, c'est pas un jeu d'échecs, et puis, en fait, même côté, énergie, magnétisme, quand tu parles à quelqu'un avec l'intention de mettre la main dans sa poche, c'est différent que quand tu parles à quelqu'un, en essayant juste de lui transmettre ce qui est bon pour lui, bon pour toi, bon pour tout le monde. Mais, quelque part, le copywriting en tant que pratique basée sur la nature humaine et la nature humaine, en fait, elle est très simple. L'être humain, il déteste la douleur, il poursuit le plaisir et il veut tout sans effort. Donc si on regarde bien, ton offre est construite de cette façon-là. Éviter la douleur, focus sur le plaisir et contre-discipline. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi de dire que quand on a une bonne offre, un bon positionnement, on n'a même pas besoin de copywriting et ça, c'est un copywriter qui le dit et qui l'admet parce que, c'est vraiment la pierre angulaire de tout business, c'est l'offre, c'est ce qu'on va apporter aux autres, c'est la valeur qu'on partage et l'offre, ça inclut aussi, au-delà de la transformation finale, de la promesse, ça inclut aussi l'expérience unique. Et ça, pour être unique, bah, tu sais faire, tu te démarques, tu as un positionnement qu'on ne peut pas copier. Comment tu en es arrivé là? Est-ce que tu as été coaché en marketing? Est-ce que tu as lu des livres en marketing? Tu as suivi des méthodes ou tu y es allé à l'intuition? Alors, j'ai été coaché. Après, je mettrai pas tout sur le coaching, je mettrai surtout beaucoup sur moi, sans dire que le coaching était mauvais. Au contraire, c'était un super coaching. Mais je suis plus les méthodes. Je lis plus de livres de business. Je préfère les écrire, c'est mieux. Et, euh, et je me base surtout sur, OK, de quoi j'ai envie. C'est quoi mon intuition par rapport à telle offre? C'est quoi mon intuition par rapport à mon positionnement? C'est quoi mon intuition? En fait, j'ai un business vivant, si tu veux. J'aime Ouais. pas avoir un business fixe avec tant d'offres, tant de possibilités d'acheter, machin, machin. Je préfère me dire, tiens, on est mercredi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Et si j'écrivais un livre? Et ça peut me prendre comme ça, hein, me dire je vais pondre un bouquin. Et je vais le commencer et je vais l'abandonner pendant 6 mois et je vais le reprendre 6 mois plus tard et je vais le finir et je vais le publier. Et ça peut donner des trucs comme celui-là qui marchent très bien. Euh, les formations, pareil. Tiens, quelle promesse est-ce que j'ai envie de lâcher sur le marché pour leur péter le cerveau à tous là? Parce que là, ils commencent à me saouler, ils sont tous trop corpo. Qu'est-ce que je peux amener pour forcer le marché à monter tous ces standards? Et j'ai lâché un programme comme 0 à 10K avec garantie au résultat. Après, j'avais je sais pas, les contenus. Tiens, qui je pourrais attaquer que personne n'ose attaquer mais que tout le monde veut attaquer? Et j'ai fait un post en disant David Laroche, tu m'as clairement déçu avec ton contenu. Et en fait, à chaque fois, ça fonctionne parce que
je me dis, c'est des coups d'intuition. Et au-delà de toutes les techniques marketing, les stratégies, les machins, et ça, je le dis vraiment pour les personnes qui sont dans le live, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi. Pour moi, la meilleure stratégie, c'est l'intuition. Quand tu sens mal un truc, tu peux utiliser toutes les stratégies, ça va mal se passer. Ouais. Si tu vas dans la rue, tu vas dans une cité où c'est un peu la merde de manière sécuritaire, tu peux t'armer, tu peux préparer du matériel pour te défendre, tu peux prendre des gardes du corps. Si tu pars avec la mauvaise intuition, ça va mal se passer forcément. Parce que tu prépares en fait. Le monde entier, tu le prépares à ce qu'il t'arrive une merde. Et c'est pareil en business. Si tu te prépares à foirer ton lancement, tu te prépares à pas faire de vente, tu te prépares à faire un post à 3 likes, tu te prépares à ce que ça soit, je sais pas, ça soit long pour toi de générer un nouveau client ou d'avoir de l'attractivité, bah, c'est ce qui va se passer en fait. Donc la question c'est, est-ce que tu es plutôt connecté à ta peur et donc tu anticipes mal tout ce qui va t'arriver, ou est-ce que tu es connecté à l'excitation et donc tu anticipes tout ce qui va bien se passer? Et moi je préfère me dire, j'anticipe tous les trucs excitants qui vont arriver et je me laisse émerveiller, tu vois. Je me laisse émerveiller par la vie, je vois ce qu'elle va m'apporter. Des fois il se passe des trucs pas prévus, mais à chaque fois, quand tu vois le monde comme un cadeau, il t'arrive plus rien. Il t'arrive plus rien et tu vis beaucoup plus heureux et beaucoup plus longtemps, quoi. C'est vrai pour l'avoir, moi-même expérimenté. Pour moi, c'était le plus gros challenge, c'est d'accepter de ne pas savoir et donc de se jeter dans l'inconnu. Mais je dois admettre, enfin, je dois avouer qu'il y a eu un passage où, à force de voir des méthodes, à force de voir des conseils un peu partout sur le web, sur les livres, sur les podcasts, sur l'énergétique, la spiritualité, le développement personnel, les croyances perchées, tout ça, bah, enfin, il y a des mots comme la mission de vie, par exemple. La mission de vie, l'alignement, le flow, le kiff, faire confiance à l'énergie, à l'intuition. Tout le monde en parle, mais chacun y met la définition qu'il veut. Je suis en train aujourd'hui de chercher, des approches pragmatiques, donc loin des croyances perchées, et j'aimerais bien avoir ton avis, toi, sur ces mots: alignement, énergie, intuition, mission de vie. Est-ce qu'il y a une mission de vie qu'on doit absolument atteindre, ou est-ce qu'il y a pas d'enjeu et finalement tout est un jeu? Alors, ouais, pour reprendre du coup le concept de mission de vie, c'est pompeux, c'est terrible. Moi, je trouve que c'est une cagade aussi, la mission de vie. Alors, ça concerne que moi, ça engage que moi ce que je dis, hein. Gros bullshit. Mais ouais, pour moi, énorme bullshit. C'est comme Ouais. les psychiatres qui vont te diagnostiquer une dépression que t'as pas forcément, juste parce que tu as rompu ou tu as eu un petit souci avec ta famille, tu t'es disputé, ou parce que tu as perdu ton chat. On va te dire, tu es en dépression, prends du Xanax. Et c'est niqué pour toi. Et pour moi, mission de vie, c'est la même chose. C'est-à-dire que on va te dire, Ouais. ah, tu te sens perdu, tu crois que tu sais pas ce qu'il faut faire dans ta vie, viens prendre un coaching, viens payer 5 000 € et je vais t'expliquer comment faire. Et tu te fais niquer. Et pour moi, c'est ça le Ouais. drame un peu de ce marché, c'est que on essaye de te vendre un truc qui n'existe pas. La mission de vie, pour moi, c'est un concept tellement abstrait où, en fait, ta seule mission, s'il y avait quelque chose, s'il y avait une mission, non seulement les coachs qui font ça, ils sont complètement invalidés Oui. parce que la mission, ça se passe à l'intérieur et ça se passe pas à l'extérieur. Donc, tu n'as pas besoin d'être coaché, tu as besoin de t'écouter plus. Donc, voilà, pour ceux qui nous écoutent et qui voulaient prendre un coach comme ça, vous avez gagné 2 000 €. Me remerciez pas. Et, et de toute façon, même s'il y avait une mission, cette mission de vie, elle va changer parce que tu grandis. Et quand tu grandis, tu changes. Donc tes ambitions vont changer, tes objectifs vont changer, tes priorités vont changer. Tu prends, exemple très simple, si je vais voir un coach et que je lui dis voilà, je suis paumé dans ma vie, je cherche ma mission de vie, etc., etc., et je sais pas comment il me fait émerger un truc où ma mission de vie c'est d'être auteur. Sauf que le lendemain, ma femme elle accouche. Bah, ma mission de vie, ça va être de m'occuper de mon gamin. Ça va plus être Voilà. d'être auteur. Tu vois, et du coup, ça invalide un petit peu ce métier-là, ce positionnement en tout cas des accompagnants, où je me dis, mais ta seule mission, c'est tu te lèves le matin, tu te dis, ok, qu'est-ce qui va me faire kiffer aujourd'hui? Qu'est-ce que je suis excité de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui? Demain, tu sors, tu te prends un bus dans la gueule, t'es mort.
Pourquoi tu veux planifier ta vie? Ça sert à rien de planifier ta vie. Tu vas crever peut-être dans 10 minutes. Tu vas manger une tomate, tu vas t'étouffer avec les grains et tu vas crever. Et voilà. Et tu seras encore en train de te prendre la tête avec ta mission de vie. Ça n'a aucun intérêt. Donc c'est ça qui est important pour moi, c'est de faire comprendre aux gens que si tu es dans cette recherche de mission de vie, arrête de chercher. Ça t'apporte que dalle. Il n'y a rien à sortir en fait de ça. Je prends des outils comme, je sais pas, l'ikigai et ce genre de choses. Pansement sur une jambe de bois. Oui, ça va peut-être te donner un sentiment pendant quelques jours de ah, je me sens aligné. Mais non, parce que ça va Mmh. changer. Et les personnes qui font la même chose pendant 20 ans, je sais vraiment pas comment elles font. Peut-être il y a un truc que j'ai pas compris et je suis tout oui pour le comprendre. Ouais. Mais comment font les gens qui font la même chose tout le temps? Tu es obligé par ta nature humaine de te renouveler parce que les connaissances que tu as, l'expertise que tu as, les relations que tu as, les sources d'inspiration, d'informations que tu peux avoir, elles vont changer de jour en jour en fait. Ton humeur, c'est pareil, elle va changer. Les choses qui sont importantes pour toi vont changer, les plaisirs que tu as vont changer. Tout change. Si ta mission, elle change pas, c'est burn-out. Mais 100% c'est burn-out. Donc voilà, pour moi, la mission de vie, c'est énorme bullshit. J'ai cru comprendre que tu étais d'accord avec ça quand, quand j'ai Ouais. sorti le mot bullshit. Mais, Voilà, donc heu, voilà ce que je pense de ça. perso, j'aime bien prendre ce genre de principe ou de concept et de le tester dans la vie réelle et de voir ce que ça a donné. Pour moi, ça a donné un gros, flippage mental. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, j'ai flippé. C'était l'angoisse totale parce que pour moi, putain, inconsciemment, je suis en train de jouer ma vie, donc si j'échoue, c'est la fin du monde alors qu'il y a pas d'enjeu finalement. On est en train de kiffer, bah, moi, j'aime bien faire un dézoom, ce qu'on appelle un dézoom thérapeutique, me voir un peu dans la planète, dans le cosmos. C'est en fait, je suis un être humain tout petit comme ça et je veux donner une mission de vie qui va me donner une certaine importance juste pour me sentir exister et finalement, quand j'ai un échec, quoi, je me casse la gueule, je pars en dépression. Non, c'était pas logique, c'était pas pragmatique et puis comme tu l'as dit toi-même, on commence chaque journée avec une nouvelle, personnalité, mais je vais utiliser le terme personnage, comme dans un jeu vidéo, on choisit. On peut être un magicien, on peut être un tu vois? Un tueur, on peut être un performeur. C'est un choix de costume qu'on se donne à soi-même et parfois il faut pas faire, l'erreur, à mon avis, à mon humble avis, il faut parfois ne pas faire l'erreur de s'identifier à ce personnage-là et de se dire: «C'est putain, c'est juste un jeu finalement en fin de journée». L ce que j'aimerais me dire moi en fin de journée, c'est pas: «J'ai réalisé, j'ai bâti un empire», mais c'est: «J'ai vécu une journée de malade et au Hmm, pire quand ça marche pas, bah, j'aurais gaulerie quoi». C'est ça qui c'est me ça. motive aujourd'hui. Hem, mais il fallait du temps pour moi pour me dépouiller de toutes ces croyances farfelues, et d'ailleurs je te rejoins, sur un point que je t'ai entendu, évoquer un jour. C'était un conseil contre-intuitif. Tu disais aux entrepreneurs débutants: «Ne lisez pas de livres business». Est-ce que tu peux Grave. m'en parler? Bah, c'est simple. Si tu lis un livre business, tu vas connaître la méthode qui a marché pour un mec qui te ressemble pas. Voilà. C'est comme si tu allais dans un magasin de fringues et que le magasin, toi, tu es tout fin, tu es comme ça, tu as un corps de graissin et on te dit: «Voilà, nous, dans notre magasin, on vous apprend comment tailler du XXL». «Ouais, mais c'est pas» «Ouais, mais monsieur, on vous apprend à vous habiller». «Ouais, mais bon, ouais, mais on vous apprend à vous habiller» et tu vois? Et le business, c'est ça, en fait. C'est que les livres business, ils te disent ce qui a marché pour eux, à une époque, en plus, qui est terminée. On va te dire: «Oui, mais le marketing, ça reste les mêmes fondamentaux». Oui, mais non, il y a des nouveaux codes. Maintenant, il y a l'IA, il y a la gamification qui prend énormément d'ampleur aussi. Il y a, toute cette partie aussi authenticité, unicité, conscience du marché, éducation du marché. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Ce que tu faisais en 1950, heu, tout ne marchera pas aujourd'hui. Il y a des choses qui vont marcher, bien sûr, mais tout ne marchera pas aujourd'hui. Heu, si demain je fais du porte-à-porte, et que je vends des pommes, ouais, je vais en vendre une, mais je vais en vendre une sur un pack de 1000, tu vois? Alors que si je dis aux gens: «Voilà, j'ai fait un super jardin, vous pouvez venir le visiter, vous allez vous éclater, je vous offre des pommes» et cetera. Tu peux vendre tes pommes quand même d'une manière plus «2023» entre guillemets, tu vois? Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, heu, pourquoi aller chercher à l'extérieur une manière de vendre votre expertise alors que vous êtes tous déjà naturellement des vendeurs. Et quand les gens ils Mmh. viennent me voir, ils me disent: «Ouais, mais moi je suis débutant, j'ai rien appris, je sais pas comment on vend». Je leur dis: «Bah, c'est simple, tu as déjà vendu des choses qui coûtent cher, qui coûtent du temps, qui coûtent de l'argent et je peux te le prouver».
Et ils me disent: «Ah bon, mais c'est quoi et tout machin?» Je dis: «Bah, c'est simple. Quand tu sors du cinéma et que tu as vu un bon film, tu fais quoi?» Il me fait: «Bah, je rentre chez moi et peut-être je vais voir un pote, je vais lui dire: "Voilà, va voir ce film"». Voilà. Donc je lui dis: «Bah, tu vends un produit commercial, donc un film qui coûte 10 balles, qui coûte un billet de train ou de bus ou de métro pour aller au cinéma, qui coûte peut-être 1 heure, une demi-heure de trajet et qui va coûter l'énergie de s'habiller, de sortir de chez soi, d'aller voir un film, de revenir, d'aller manger, et cetera». Tu sais déjà vendre du temps, de l'argent, de l'énergie. Qu'est-ce qu'un mec à l'autre bout du monde qui a fait des millions avec une compagnie que tu veux pas créer va t'apprendre? Pas grand-chose en vérité. Pas grand-chose que tu vas pouvoir utiliser. Donc c'est ça qui est important, c'est pas parce que quelqu'un a le centuple du résultat que tu vises que c'est une personne qu'il faut écouter. Moi, il y a des gens, ils font des millions et des millions de plus que moi, à qui je peux parler en direct, même en mastermind, et cetera. Et les conseils qu'ils vont donner, c'est ceux que j'écoute le moins en fait. Parce que il a une vie qui est peut-être cool pour lui, mais qui est pas cool pour moi. Moi, je m'épanouis pas là-dedans. Donc les gens qu'il faut écouter, c'est les gens qui ont une vie que vous voulez, pas que vous croyez que vous voulez, parce que tout le monde va dire: «Ouais, mais moi j'ai envie d'être millionnaire, ça me pose pas de problème d'avoir des millions». Fais une liste de tous les problèmes que tu as quand tu es millionnaire, tu vas voir, ça va te calmer de suite. Et, Exactement. et voilà, enfin, l'idée, c'est vraiment de se dire, bah, c'est super important d'aller chercher humainement ce que tu as envie de savoir, de contacter la personne. Et moi, pour moi, c'est tout bête, hein. Un auteur que je peux pas contacter parce que monsieur est indisponible, déjà, c'est non. C'est mort. J'achèterai pas ton livre. Voilà. Par contre, quelqu'un qui vient de sortir son petit bouquin, qui va donner une expérience un peu plus personnelle, un peu plus locale, là, je vais aller voir la personne, je vais dire: «Ouais, salut, j'ai vu ton bouquin, qu'est-ce que tu peux m'apprendre sur ce que tu as fait?» et cetera. Et voilà. Donc moi, ma vision des choses, c'est lis des livres plutôt locaux, des livres qui sont intéressants, des livres qui vont pas nourrir le fait de la compétence de convaincre des gens, mais des livres qui vont nourrir la compétence d'être convaincu par ce que tu fais. Et ça change tout. Voilà. Donc ça, je me rends compte, c'est vraiment une pépite. Lire des bouquins qui t'apprennent à être convaincu et pas des livres qui t'apprennent à être convaincant. Ça fait Excellent, vraiment toute la diff. génial. Voilà. Est-ce que, je suis curieuse du coup là pour le coup, qui sont les gens, les clients potentiels à qui tu dis: «Non, même pas pour tout l'argent du monde»? Faut que je m'amuse. Si je sens que t'es pas amusant, déjà zéro. Tu vas sauter. Si je suis pas excité de travailler avec toi, tu vas sauter. Ouais, Si je me sens pas en confiance de pouvoir t'aider à 100%, tu vas sauter. Si tu corresponds pas à mes valeurs, tu vas sauter. Et si je peux pas passer une soirée avec toi à boire une bière et refaire le monde en regardant les étoiles, tu vas sauter. Voilà, ça c'est déjà le premier très très gros filtre. Si tu es en dépression ou que tu es triste ou que tu es dans un moment compliqué, pareil, ça va être non. Si tu fais des chichis pour le prix, gna gna, c'est trop cher, gna gna, tu vas sauter. D'autant plus que je suis pas spécialement cher en vrai. Et, et voilà, il faut qu'il y ait un match énergétique en fait. Si on peut pas être potes, tu peux pas être mes clients parce que mes clients, c'est tous mes potes. Genre vraiment tous mes potes. Certains à des degrés différents. Il y en a avec qui je parle moins et d'autres avec qui je parle tous les jours. Il y en a avec qui je joue à la play le soir et tout. Enfin, c'est vraiment des amis quoi. Et je regarde, en fait, je me suis fait la réflexion. Dans 2 semaines, je pars en vacances avec un groupe de potes. Euh, 90% des gens là-bas ont été clients chez moi. Et aujourd'hui, je pars en vacances avec eux une semaine. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, bah, euh, si tu arrêtes de penser en termes de clients et que tu commences à penser en termes de potes pour co-créer des choses, ta vision du business, elle change aussi, je trouve, beaucoup. Parce ouais, que tu n'es plus dans la pression de la vente, tu n'es plus dans est-ce qu'il va payer, est-ce qu'il va bien payer, est-ce qu'il va tenir ses paiements, est-ce qu'il va être en retard, est-ce que ça va être sympa. Non, là, tu es avec un pote, il y a une relation de confiance naturelle réciproque, et c'est beaucoup plus agréable de travailler dans ces conditions-là, en fait. ouais, Donc c'est voilà. vrai. En plus, on a de meilleures idées quand on est dans la joie, quand on est dans le kiff et ça, c'est très important dans le business. Baptiste, comment on peut gamifier le marketing? Déjà, plus faire de marketing et faire de l'expérience. Ça, c'est peut-être la première chose, c'est de se dire, là, je suis plus en train de faire du marketing du tout. Je pense les choses en mode, ok, comment toi là, je te fais kiffer de A à Z quand tu rentres dans mon univers. Et t'es plus du tout dans la vente. Et en fait, la vente, c'est juste une petite étape parmi toutes les étapes. Ouais, Ensuite, c'est de se dire à quelle typologie de joueur je parle. Parce que selon à quel typo tu vas parler, ou plutôt même quel typo tu veux attirer, tu vas pas avoir les mêmes jeux possibles. Tu vois, je pourrais faire par exemple
une roulette. Il y a beaucoup de sites qui font ça, tu sais, une roulette où tu cliques, tu mets ton mail, ça te fait une roulette et tu gagnes un code ou tu gagnes un truc. Là, un explorateur, ça peut marcher pour lui. Un tueur, il s'en bat les couilles. Par contre, un tueur, si tu lui dis, j'ai organisé une compétition de 10 personnes et celui qui va gagner, il gagne un lot et il peut avoir mon offre moins chère, là, je sais qu'un tueur, il va être titillé, il va dire, ah, ça m'intéresse. Donc, bien comprendre à quelle typologie de joueur tu vas avoir envie de faire de l'attraction et laisser parler le gamin à l'intérieur. Ok, qu'est-ce que petit Baptiste ou petite Zara a envie de créer d'amusant? Pas de style, comment dire, pas de marketing, pas une stratégie de conversion, pas en mode ah ouais, dans cette étape, on lui présente l'offre, après on lui fait un appel, après on fait un deuxième appel, R1, R2, machin. Tout ça, moi je laisse tomber, juste je me dis, à cette étape tu t'amuses, à cette étape tu t'amuses, à cette étape tu as un wow effect, à cette étape tu t'amuses, et à cette étape-là, tu as une première victoire, avant même d'avoir payé quoi que ce soit. Et si tu arrives à rendre 100% de ton biz amusant en termes de parcours client, et ça c'est ce qu'on fait en consulting, c'est les 5 fameuses étapes que je te parlais tout à l'heure. Quand tu as ces 5 étapes qui sont gamifiées, qui sont amusantes pour tes clients, tu as un tunnel de vente naturel qui s'appelle plus un tunnel de vente. En fait, c'est une autoroute de vente. Parce que les gens, ils se disent, c'est facile d'accès. Et tu te régales. De A à Z, tu te régales. Moi, quand je vois les gens, et je vais donner une interview d'ailleurs avec un super entrepreneur qui est au Québec. On fait ça en juin, je crois, ou en fin mai. Et il m'a dit, voilà, je t'interviewe parce que j'aimerais apprendre et du coup partager à mon audience comment gamifier une séquence mail. Et je trouve ça génial parce qu'une séquence mail, il n'y a rien de plus chiant. Recevoir un mail, moi, ça me saoule de ouf. Alors, pas tout le monde, il y a des gens, peut-être, ils aiment ça. Moi, c'est un truc qui me rend fou. Quand je vois un mail, il y a intérêt à ce que ce soit personnel comme mail, tu vois. Un mail où ça a été tapé à la main que pour moi. Parce que si je sais qu'il y a 50 personnes qui disent la même chose que moi, je vais dire, mais nique ta race, ça m'intéresse pas de te lire. Ouais. Et je vais être vénère, tu vois. Donc, l'idée, c'est de se dire, bah, quels sont les moyens de gamifier chaque étape de mon business? Quels sont les moyens de faire en sorte que mon client, il n'y a pas un endroit où il ne s'amuse pas, y compris le moment où il paye. Tu peux gamifier un bon de commande, par exemple. Moi, je l'avais fait avec la stratégie du bump sale, ça marche super bien. Et comment est-ce que je fais pour qu'il y ait des wow effects, qu'ils se disent waouh, je viens d'arriver, c'est déjà incroyable, j'en reviens pas, et que quand ils partent, ils se disent la même chose. Et comment tu fais aussi pour qu'il y ait des quick wins, que la personne ait des résultats très rapides, très vite, et qu'elle se dise ok, là je sens que niveau confiance et excitation par rapport à l'offre que je viens d'acheter, c'est une pure dinguerie. Et le truc, c'est que, et c'est une facilité, c'est une opportunité, c'est pour ça que je dis aux gens dépêchez-vous de gamifier parce que là c'est le moment. Peu de gens font ça sur le marché, très très peu. Ouais. Beaucoup sont encore juste sur je vous promets tel résultat. Qu'ils tiennent la promesse ou pas, c'est même pas la question, c'est juste ils se basent que sur ça. Et moi, ce que je fais, c'est que je vends pas que le résultat. Je vais dire ton résultat, tu vas l'avoir, mais de cette manière-là, d'une manière où c'est amusant. Tu vas pas apprendre à Oui. faire 10 000 euros, tu vas apprendre à kiffer comment faire 10 000 euros. Et c'est pas la même chose. Donc voilà, moi c'est comme ça que je gamifie. Je me base sur les phases, je me base sur la typologie, je vois à qui j'ai affaire, comment il veut s'amuser et je crée ça avec lui. Et je pense que chaque entrepreneur va avoir une manière un peu différente de gamifier parce que j'en ai fait quelques-uns des consultings et à chaque fois, je me rends compte des idées que les gens ils ont à l'intérieur de leur tête et je me dis mais pourquoi ça n'existe pas encore quoi. Il y a des idées mais folles, mais complètement dingues. Et voilà, c'est pour ça que je kiffe mon travail, c'est parce que j'apprends aussi de mes clients et je vois que il y a beaucoup d'enfants qui demandent qu'à s'amuser en fait. Donc si je peux permettre ça, c'est trop cool. Et en plus, tu es tout le temps, j'ai l'impression, dans une démarche d'exploration et pas dans une démarche d'exploitation. Comment tu gères les challenges? J'ai genre, on peut pas se mentir, il y a un moment dans tes journées d'entrepreneur où c'est difficile, où c'est chiant, où c'est dur. Je veux dire, J'ai pas l'impression. Je pense que c'est non. aussi une façon que j'ai de regarder mon business, mais moi quand ça me saoule, juste j'arrête. Ah ouais, j'ai pas envie de faire un contenu? Allez, je supprime, j'enlève. Je referai un demain, plus sympa. Pas Et grave, il du y a pas coup d'enjeu. Mmh. et tu délègues tout ce que tu aimes pas faire, du coup? Bah, alors la seule chose que j'aime pas faire et que je suis obligé de faire, c'est la compta, compta administrative. Et j'ai quelqu'un qui habite à côté de chez moi, qui s'occupe de ça, qui s'en occupe super bien, qui me coûte pas super cher, qui fait un travail vraiment parfait. Et voilà, c'est tout. Et tous les mois, il m'envoie un petit message, il me dit ah salut. Et en fait, ma compta, c'est plus je dois faire ma compta ou je dois faire mon administratif, c'est un petit message d'un pote qui me dit salut, j'espère que tu vas bien. Bon, t'as juste à aller sur URSAF et payer, j'ai fait tout le reste, et aller sur impôts et payer, j'ai fait tout le reste. Ouais. Je te souhaite une très bonne journée et on se voit très vite. Ça, c'est ma compta.
Et je me dis, si moi je peux faire ça, tout le monde peut faire ça. Et après, bah, qu'est-ce qu'il peut y avoir de chiant dans mon business? Un client compliqué, je vais lui dire, bah écoute, va-t'en. Voilà, basta. Si On t'es n'est pas pas fait content, en tu t'en vas. on n'est pas fait pour être ensemble, bisous, ciao. Ouais, c'est ça, ouais, clairement, c'est ça. Ouais. Donc, mais sinon, ouais, niveau contenu, je me force jamais parce que je sais qu'un contenu que tu te forces à créer, c'est de la merde. Littéralement, ça peut pas être un bon contenu. Et ça se voit beaucoup trop sur, je pense que tu l'as vu aussi, hein, sur Facebook, sur Insta, sur machin. Euh, Combien il y a de contenus super génériques qui ont pas d'âme, qui ont pas de puissance, qui ont pas de force de frappe, qui ont pas d'impact et qui voudraient, tu vois, mais tu sens que l'intention, elle est pas bien placée. Et je me dis, bah, si seulement juste tu avais fait ce post au bon moment, avec la bonne énergie, de la bonne manière, ton post il cartonne. 100% des posts que tu fais avec la spontanéité et la force de frappe naturelle, ils vont cartonner. Donc, Je suis voilà, tout quitte à à fait faire un d'accord. Moi, post par semaine. je dis toujours aux gens que la communication, c'est comme présenter ou offrir une coupe à quelqu'un, il faut qu'elle soit remplie. Mais remplie de quoi? De l'énergie que tu as au moment d'écrire ou au moment de communiquer. Et ça, l'énergie, elle ment pas. Justement, je voulais te demander, c'est quoi ton process de créativité pour le contenu? Comment tu fais? Ou quels conseils tu donnerais aux gens qui nous écoutent pour booster leur création de contenu sans être dans la discipline ou dans la consistance, la régularité, la productivité au max pour kiffer? Créer ce que tu veux, comment tu veux, quand tu veux, et publie-le où tu as envie. C'est le seul conseil que j'ai à donner et ça résume tout mon process. Si je me lève le matin et que j'ai pas envie de publier, je ne publie pas. Et je peux avoir des semaines entières où je publie que dalle. Ça n'empêche pas que quand je reviens, je casse la tête à tout le monde avec un post que personne n'attendait. Ça peut être dans le format, ça peut être dans la forme, ça peut être dans le fond, ça peut être sur la plateforme où j'arrive, peu importe. Mais ça fait longtemps que j'ai pas eu un contenu où j'ai pas quelqu'un qui m'envoie un message en mode waouh, c'était fort quand même. Peu importe si c'est parce que j'ai été agressif, parce que j'ai été sympa, parce que je suis allé en profondeur, parce que j'ai partagé un gros moment ou quoi que ce soit. Juste, je me dis, cette idée-là, ou ce contenu-là, ou ce truc-là, si j'en parle, ça va inspirer des gens. Et je suis content de le faire. J'ai une vraie intentionnalité de partager ce truc-là. Notamment, je pense à un dernier post que j'ai fait qui a bien marché. C'est une vidéo où je suis allé au concert de Hans Zimmer et le mec il s'est arrêté derrière moi pour jouer de la guitare, tu vois, dans une salle de 3000 personnes. Il y avait une place où il pouvait faire ça, c'était la mienne. Et je me suis dit, mais incroyable, tu vois. Et donc, je me suis posé à mon Ouais. bureau et j'ai dit, ok, qu'est-ce que ça m'a appris spontanément? Et j'écris pour moi, en fait. Je me dis, je vais écrire ce que j'ai appris juste pour, si je reviens sur mon mur, bah, je pourrais revenir sur ce poste-là et ça pourra me donner des ressources. Et je le fais jamais. En vrai, je relis pas mes contenus, mais je l'ai écrit dans cette démarche-là. Et je me dis, bah, c'est cool à lire, en fait. Et c'est important quand tu crées un contenu. Je sais pas toi, Zara, comment tu fais ça, mais moi, quand je publie un contenu, si je suis pas excité de me relire moi-même avec, c'est très égotique, hein, mais Ouais. si je suis pas en kiff de lire ce que j'ai écrit, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Et un contenu que je relis et qui me fait sourire, je sais que ça va marcher. Mais il y a même pas de question de combien de likes va y avoir. Je sais que ça va fonctionner. Je sais que ça va faire parler. Et je sais que ça va attirer des gens et les faire s'intéresser à moi. Et tous les jours, j'ai des gens qui me disent oh, ton contenu, c'est génial et tout. Et je publie pas tous les jours. Ni même tous les deux Moi non jours. plus. Je publie. Hmm. Moi non plus. Ouais. Jusqu'ici, c'est ce que je faisais. C'était pour moi le no marketing, c'était mon marketing à moi. Depuis 2017, j'ai jamais eu de page de vente, jamais eu de tunnel. J'ai fait ma formation en organique, tout ça, tout ça. Mais dernièrement, comment te dire? Cette spontanéité, ça me faisait vibrer. Quand il y a de l'émotion, quand je ressens de l'émotion, je me mets à écrire et puis du coup, bam, ça parle aux gens. Mais dernièrement, j'ai commencé un peu à culpabiliser en me disant, mais putain, il faut que je structure, que je fasse des tableaux, que je fasse des stratégies de contenu, tout ce que je fais pour mes clients et que ça marche pour eux. Je l'ai jamais fait pour moi. Et du coup, ça devient plus chiant. Et c'est pour ça que j'ai lancé ce podcast, un peu, tu vois, en mode, ça me fait vibrer. Allez, allez, je lance. Il n'y a pas de structure, de préparation. Mais voilà, quoi. Quand je suis en train de le faire, je sens que ça me donne de la joie. J'ai aucune intention derrière. J'ai rien à vendre aux gens. Mais il y a toujours, je dois avouer, cette voix dans ma tête qui me dit à la fin de chaque journée, tu aurais pu faire mieux si tu avais été plus structuré, si tu avais été plus dans la stratégie, tu vois, dans la productivité. Et du coup, voilà, ça me rassure de Je, te parler aujourd'hui. C'est change ta génial. phrase. Tu peux aussi te dire ça aurait pu être pire si j'avais été structuré, que j'avais bien fait les choses et tout.
Ouais, Ça aurait pu être nul à chier si c'était structuré. Et exactement, quand ouais. tu vois ça comme ça, tu te dis: «Ah ouais, finalement, en fait, ça peut être cool d'être, un peu bordélique», tu vois? Faut Ouais, juste mettre les lunettes où tout ce que tu fais, c'est des bénéfices et pas forcément des problèmes. Bien sûr que tu aurais pu faire mieux, mais tu aurais pu aussi faire pire, tu vois? Ce raisonnement, moi, je le ouais, trouve, vraiment à double tranchant. Heu, Moi, je regarde mes contenus, même les tiens ou quoi que ce soit. Ton contenu est génial, mais il aurait pu être pourri et il aurait pu être beaucoup mieux. Mais il est comme il est aujourd'hui et c'est comme ça et basta, tu vraiment. vois? C'est à ton image à toi ou à mon image à moi, on est des humains, c'est imparfait et parce que c'est imparfait, c'est merveilleux, tu vois? Yes, Imagine il y a rien de pire qu'un contenu parfait. voilà. Et Voilà. en dessous de cette recherche de perfection, il y a souvent des insécurités qui renvoient toujours à l'enfance, à comment on a été éduqué. Toi, Baptiste, tu as toujours été, au fond de la classe, tu te définis toi-même en tant qu'introverti. C'est pas l'impression qu'on a quand on te parle, franchement. Tu as de la tchatche, tu as vraiment une énergie extravertie. Comment tu arrives à concilier les 2 dans ton quotidien Alors, d'entrepreneur? je suis pas fan des étiquettes, je dirais que j'ai, développé une espèce d'ambiversion. Je suis un peu des 2 maintenant. C'est une question, j'ai pas vraiment la réponse, je vais pas te mentir. Introverti, oui, ça je l'ai été, c'est clair. J'étais comme je disais, bah, au fond de la classe, je parlais à personne, j'avais peur des filles, j'avais peur des profs, j'avais peur de mes parents, de l'autorité, j'avais peur de tout. Et, petit à petit, j'ai appris à apprécier parler aux gens. Et je me suis dit, mais en fait, c'est sympa. Et les gens, en fait, ils veulent pas tous me faire du mal. Il y en a qui sont là aussi parce qu'ils sont sympas, ils sont cool, ils veulent juste passer un moment avec moi et partager avec moi des choses. Et pourquoi pas, petit à petit, prendre un peu des risques et aller voir des gens, avoir un peu, peut-être un peu plus la tchatche, etc. Et en fait, je pense que c'est un peu comme les émotions. Euh, je pense que c'est un peu des phases où il y a des phases où j'ai envie de parler à plein de gens, j'ai envie d'échanger, de Ouais. partager des trucs et tout. Et des fois, j'ai envie qu'on me laisse tranquille, tu vois, qu'on me dise, mais taisez-vous Foutez-moi tous, la paix. laissez-moi, mode avion, voilà, c'est ça. Et l'idée, c'est de se dire, bah, j'essaye pas de rentrer dans est-ce que je suis introverti, est-ce que je suis extraverti. Je me dis, j'ai des moments où je suis un peu l'un, des moments où je suis un peu l'autre. Euh, et il y a des forces dans les deux, en fait. Il y a des faiblesses aussi dans les deux, mais moi, j'en vois que les forces. Quand je suis extraverti, je fais des trucs un peu plus courageux. Quand je suis introverti, je fais des trucs un peu plus inspirés. Et être courageux et inspiré, c'est deux qualités. Donc, pour moi, il n'y a aucun problème à être Oui. l'un ou l'autre, tu vois. Donc, voilà. Mais niveau transition, je pense qu'il faut un. J'en parlais avec ma chérie, en plus, on a vu cette discussion et on se disait, est-ce qu'il n'y a pas un espèce de mouvement naturel humain où, au fur et à mesure qu'il grandit, il développe une extraversion, surtout quand il est très introverti. Je prends un exemple d'un mec, il m'inspire pas spécialement, mais tu prends Thibaut InShape, qui est assez connu. Il en parlait, il disait, il a eu un parcours un peu comme ça, où c'était un gros introverti, et tu regardes ses vidéos, maintenant c'est l'extraversion à l'état pur. Et je pense qu'il a quand même des moments chez lui où juste, bah, laissez-moi tranquille, j'ai envie de me reposer un peu, et c'est cool. Donc, peu importe si dans le live, il y a des gens qui se disent moi je suis introverti, je m'adapte, ou moi je suis extraverti, que ce soit l'un ou l'autre, ça n'empêche pas de faire beaucoup d'argent, de faire beaucoup de business, prendre beaucoup de plaisir et de beaucoup s'amuser. Le but, c'est juste de comprendre comment on fonctionne. On est tous des Lamborghini, il faut juste apprendre à pas mettre du diesel dedans et chacun a son essence personnelle, entre guillemets. Voilà, c'est ça le plus important pour moi. Exactement. Le point de départ, c'est se connaître soi-même et quand on se connaît, on s'apprivoise, on connaît les cycles intérieurs. Pour moi, ça s'est passé comme ça. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. Il y a juste 2 ans, j'ai compris que, ben, en hiver, j'ai pas envie de faire grand-chose, j'ai pas envie de bosser, j'ai envie de regarder des séries Netflix, tu vois, chiller sur mon canapé en mode tranquille, pas de projet et du coup, j'ai respecté ça et ça se passe très, très bien. Et le fait de ne pas forcer, bah, ça fait que les choses arrivent et les bonnes choses arrivent et De ouf. sans qu'on ait rien fait et ça, c'est génial. Encore un paradoxe. Tu parlais tout à l'heure de copywriting et comment tu ne fais pas d'avatar client, tout ça, tout ça. Heu, Ce qui me traverse l'esprit en t'entendant dire ça, c'est en fait, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on vit, dans le même réel, mais on ne partage pas tous la même réalité. Si on Ouais. veut toujours, partir dans cet exemple de jeu vidéo. Et pour moi, le copywriting, c'est une façon aussi de rentrer dans la réalité de notre, audience et de rejoindre cette conversation secrète qui se passe dans leur tête. J'ai l'impression que tu fais ça intuitivement, sans avoir à utiliser des structures ou quoi. Hem, mais est-ce que toi, tu as des astuces à toi pour rentrer dans la réalité des autres et du coup créer tisser du lien et créer de la chimie dans leur cerveau?
Je rentre dans mon intimité à moi, en fait, dans mes contenus. J'ose dire ce que les gens disent pas. Récemment, j'ai fait un post aussi qui avait beaucoup marché où je disais voilà tout ce que j'ai foiré en 2023. Et Mmh. j'avais une bonne grosse liste. Et j'ai publié ça, c'était en mars ou en avril, je crois. Donc en 3 mois, Ouais. j'avais déjà foiré je sais pas combien d'offres, plein de discussions, des relations amicales. Je me suis disputé, j'ai eu plein de trucs à la con, tu vois. Mais je me suis dit voilà, vous êtes tous là à faire les marioles avec vos victoires, avec vos célébrons Sylvie qui a fait 50 000 euros grâce à mon offre. Arrête de te sucer la tub tout seul, Ouais. ça sert à rien de le faire. Et du coup, bah, je me disais, mais juste autant lâcher en fait ce que les gens ne lâchent pas, sans rentrer dans un espèce de voyeurisme comme font les Instagrammeurs par exemple, où tu racontes un peu trop toute ta vie, où tu montes tes gamins sur Internet Mmh. et tout. Ça, voilà, pour moi, c'est le niveau un peu extrême de ça. Mais c'est de se dire, je vais juste écrire les choses ou créer du contenu en fait de ce qui est vrai pour moi au moment où je l'écris. Si demain je me sens triste, je vais pas faire semblant d'être heureux en disant ah j'ai hâte de faire ma journée. Non, je vais dire je me sens triste, il m'est arrivé ça et voilà en quoi ça peut vous servir de l'apprendre. C'est ma façon de faire du contenu en fait, c'est de me dire qu'est-ce que ma réalité a à apporter aux gens. Et quand j'ai comment dire, des blocages où j'ai pas d'inspiration, des choses comme ça pendant longtemps, je me rends compte que c'est des moments où j'ai juste pas vécu d'expérience à raconter. Là, bon, j'ai eu Hans Zimmer, j'ai travaillé pour Canva, je vais travailler pour quelqu'un au Québec, je vais avoir une grosse immersion avec des amis pendant une semaine. Je sais que je vais avoir plein de trucs à raconter et je suis dans une période où je suis super inspiré. Et je sais qu'il y a des périodes, un peu comme toi, en hiver, plaid, mon fameux plaid rose que je trimballe partout dans je sais pas combien de vidéos, Netflix, PlayStation, ça joue, ça kick, ça s'amuse et ça glande. Et ça bouffe du Häagen-Dazs et ça prend 50 kilos par minute. Et ça me va très bien en fait. Donc voilà, moi je le vois vraiment comme ça Ouais. et je pense que euh, c'est Stéphane Edouard qui disait ça et c'est une phrase que j'admire, que j'adore, qui disait qui abuse du mot manque de la chose. Et il y a beaucoup de gens qui abusent de certains termes. Je vais faire un coup de gueule, je suis en colère, je vous fais un partage en toute authenticité, en toute bienveillance. Non, ferme-la. Tu essaies juste d'essayer de m'appâter avec tes valeurs et ça fonctionne pas. Et c'est ça qui est assez puissant, c'est de se dire, je vais juste poser ma réalité sous forme de post. Et mon contenu, je le fais comme ça, en fait. Et ça marche vraiment trop bien. Enfin, moi, je me rends compte, c'est quand tu racontes ce qui est vrai pour toi, tu connectes avec des gens qui expriment aussi leur vérité, tu vois, par rapport à ce que tu fais, et avec qui tu connectes de suite. Et moi, la proximité, la confiance que je vais créer avec mon audience, avec mes clients, c'est juste parce que je raconte ma life, en fait. Et je dis, voilà, ma vie, elle m'apprend ça. Voilà, faites-en ce que vous voulez. Et les gens, ce qu'ils en font, c'est qu'ils se disent, OK, consulting, allez, ça coûte combien, je te paye. Et je génère des clients comme ça, en fait. Parce que juste, je raconte ma vie, mais d'une manière qui va servir. Pas d'une manière, ouh là là, mon chien, il a pissé sur la moquette, je suis dégoûté. Non, mon chien, il a pissé sur la moquette, ça m'apprend quoi? Ça m'apprend que bah, il faut pas prendre de moquette quand j'ai un chien, et que mon chien, bah, il a des besoins, il faut les écouter, et ça ressemble aux humains, il faut écouter ses besoins. Et tu peux vite partir très loin avec un truc de base, tu vois. Donc toujours se baser sur ce qui est vrai pour soi, et, euh, et chercher dans ta réalité les bénéfices pour les gens qui te suivent et leur transmettre ces bénéfices avec grand plaisir, avec vraiment une intention de servir. Et c'est comme ça que tu fais de l'argent, en fait. Et surtout ne pas hésiter de puiser dans la banalité du quotidien, les gars, parce que, Grave. par exemple, quand je fais du coaching en storytelling, le plus gros blocage, c'est les gens me disent: «Mais moi, ma life, elle est pas intéressante, je voyage pas, je fais rien», tu vois? C'est genre, je suis souvent chez moi et tout. Mais en fait, tout ce qui est banal est universel. Tu vas voir, par exemple, je te donne un exemple, le film, Émilie Poulain, si je me souviens du nom. Mmh. Elle commence avec, tu vois, les choses qu'elle déteste, quand elle met le doigt dans des légumes, je sais pas quoi, quand elle prend son café le matin. C'est des choses qui sont universelles, qui parlent à tout le monde et donc ça fait une jolie histoire qui capte l'attention, qui fait créer de la chimie et quand on la regarde, on s'identifie à elle. Et en fait, un entrepreneur, comme tu as dit tout à l'heure, il a pas besoin nécessairement de séparer sa vie privée et sa vie pro, c'est de la merde, ça, c'est du bullshit. Parce qu'on n'est pas entrepreneur seulement quand on est devant son écran en train de faire ce qu'on a à faire, son coaching ou son consulting, mais on l'est aussi, quand on fait son sport, quand on discute avec sa meuf, quand on discute avec ses enfants, quand on prépare le dîner et en fait, c'est juste une question de mindset. Il faut toujours garder à l'esprit que ce qu'on est en train de vivre, c'est de la matière pour transmettre soit un déclic, soit une émotion.
soit juste un petit conseil, tu vois, mais pas en mode expert, en mode je suis en train d'expérimenter, j'échoue et je te partage, ou alors je réussis et je te partage mon expérience. Donc, on est en train de faire de la documentation et pas de l'expertise. Et ça change vraiment le game. Euh, pour le storytelling, du coup, avec tes clients, comment est-ce que, comment est-ce que tu utilises ça comme moteur de vente? Est-ce que tu vas écrire des histoires dans tes emails? Tu vas raconter des anecdotes pendant tes appels? Comment tu fais? Alors moi, j'adore les histoires. Pour moi, c'est le moyen le plus efficace depuis la nuit des temps de transmettre quelque chose par des histoires. On a été bercé par des histoires, on raconte des histoires, on écoute des histoires, on vit des histoires. Euh, et c'est simple, tu regardes une des phrases les plus prononcées dans la langue française, c'est je t'ai pas raconté. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit, ah ouais, c'est ouf en fait à quel point on vit pour les histoires. Et bah, moi, si tu veux, déjà, c'est là où c'est pour ça que je suis aussi un grand fan de jeux vidéo. C'est que tu vis énormément d'histoires avec énormément de personnages dans énormément d'univers. Un jeu égale peut-être 100 histoires, tu vois. J'ai exploré telle zone, j'ai croisé tel monstre, il m'a fait flipper. Et après, je suis parti, mais en partant, mon personnage il s'est fait empoisonner par un champignon. Et tu peux raconter des trucs de fou, tu vois. Donc, moi, les jeux, déjà, c'est une première manière d'aller vraiment nourrir ma créativité et apprendre à raconter des histoires. La deuxième chose, c'est que je lis aussi beaucoup d'histoires. Et c'est pour ça que je disais aux gens, on en parlait tout à l'heure, mais pourquoi je lis pas de livres business? Parce que je suis trop occupé à lire des histoires, en fait. Et là, en ce moment, par exemple, je lis Les Fourmis de Bernard Werber, qui est un livre Ah, j'adore. incroyable. Il est fou. Un Et peu ça plein me de casse. pareil, voilà. Ah ouais, ça casse le cerveau, ce livre. Et du coup, je découvre Werber avec ça, et je pense que je vais acheter pas mal d'autres de ses livres. Et pourquoi est-ce que j'aime ça? Parce qu'il raconte bien l'histoire. Il m'amène quelque part. Et pour moi, c'est un des plus gros talents en fait, qu'un entrepreneur peut avoir, c'est savoir raconter des histoires et savoir t'amener quelque part. Et moi, c'est un truc que naturellement, je sais faire. Parce que, comme je disais, ma jeunesse, j'étais le petit introverti que personne n'écoute. Mais des fois, tu as des gens qui venaient me poser des questions, qui venaient m'écouter. Et à ces moments-là, moi, je me mettais la pression et je me disais, putain, c'est à moi de parler, faut que j'assure de ouf, quoi. Et donc, je faisais un effort, c'était très maladroit et c'était très nul, mais je faisais vraiment un effort conscient de comment je peux essayer de t'immerger quelque part. Et petit à petit, c'est devenu un plaisir, c'est devenu un vrai talent naturel. Je sais que j'ai ce talent-là de savoir te raconter quelque chose, parce que j'incarne ce truc, je vis ce truc, et j'ai un vrai plaisir à te le partager. Et tu prends un exemple simple, un entrepreneur typique, il va te dire, ouais, vous êtes des Vikings, on part à la guerre, on va faire de l'argent, on va conquérir des nouvelles terres. Moi, je vais plutôt te dire un truc du genre, il fait froid, il y a du vent qui te souffle derrière la tête, tu sens que tu as les frissons, tu sens que tu as la peau qui te... Tu vois, tu as les frissons. Tu tiens ta hache dans les mains, et devant toi, il y a plein d'arbres, il neige, t'entends le bruit d'un corbeau. Et tu vois, je vais commencer à jouer sur tes sens, à jouer sur ce que tu ressens. Quand je t'ai dit t'as froid, tu sens le frisson derrière toi et tout. Et je joue sur ces choses-là. Et vu que j'ai un plaisir à ça, à me dire, ah ouais, là, je sens que la personne, quand elle va le lire, elle va avoir cette sensation-là. Dans mon bouquin, j'ai un extrait justement où je disais, tu te prends un coup de hache dans le bide et tu sens le froid de la lame en train de te trouer les intestins, tu vois. Tu le sens, tu te dis, waouh, c'est incroyable, tu vois. Et quand tu crées ce genre de sentiment-là à quelqu'un qui t'écoute, ou qui te lit, juste pas qui est là avec toi, qui tu discutes, euh, les gens, ils vont t'associer à ce mec-là ou cette nana-là raconte des histoires qui sont folles. Et pour moi, au lieu d'aller lire des bouquins de je sais pas qui va t'apprendre l'abondance, qui va t'apprendre comment faire du business, comment monter une startup à 1 million ou quoi, lis des livres qui t'inspirent dans leur manière de t'amener quelque part. Tu as lu Les Fourmis, donc on peut parler de celui-là. Euh, j'ai jamais été autant passionné par les insectes de toute ma vie grâce à ce livre, tu vois. Alors que le personnage, c'est la fourmi numéro 357. Je me Ah, rappelle du c'est numéro, tu vois. de la même C'est façon. c'est- voilà, c'est une dinguerie. Parce que le gars, tu sens qu'il a un vrai plaisir à partager l'histoire, à t'amener dans un univers, à te dire, tiens, les fourmis, on a perdu 28 ouvrières qui se sont battues et qui ont été empoisonnées par un champignon. Tu rentres dans un univers de fou. Et c'est la tristesse et en même temps l'opportunité à saisir. Sur le marché aujourd'hui, personne ne prend le temps de faire ça, de vraiment t'amener quelque part, te faire vivre une émotion, te faire vivre te faire découvrir un univers,
de prendre le temps de te poser un contexte. Et c'est pour ça, moi, je pense qu'un entrepreneur, il n'a pas forcément de bénéfice à lire des bouquins business sans arrêt, parce qu'il va juste lire méthode 1, méthode 2, méthode 3, méthode 4. Par contre, s'il commence à aller lire des bouquins ou regarder des films, regarder des séries, les séries, je recommande un petit peu moins, mais des films, des jeux, des choses comme ça, il va vivre des expériences et il va pouvoir apprendre comment raconter cette expérience parce qu'il sait ce qui lui plaît dans le fait qu'on lui raconte une expérience. Moi, ce qui me plaît, c'est quand c'est très visuel, c'est très gore, par exemple. J'adore les bouquins qui sont gore et qui mettent pas de filtre. Et donc, ça m'a donné cette compétence naturelle. Quand je fais des posts, je mets aucun filtre. Quand je parle, j'ai déjà dit sûrement beaucoup de gros mots dans ce live, je mets pas de filtre non plus. Pour ceux qui vont lire des livres un petit peu plus non, comment on dit? À l'eau de rose. À l'eau de rose, ouais, fleur bleue à l'eau de rose, voilà, c'est ça que je cherchais. Quand tu lis des bouquins comme ça, tu te mets à avoir un vocabulaire un peu plus imprégné de ça aussi, où c'est plus doux, c'est plus machin. Mais ce qui est super important, c'est quand tu fais un contenu, toi tu le sais, mais c'est vraiment pour les personnes qui sont dans le live, c'est de faire un contenu qui t'embarque quelque part et qui joue sur tes sens. Il faut que tu puisses toucher quelque chose, il faut que tu puisses sentir une odeur, que tu puisses avoir un goût dans la bouche, que tu puisses sentir un air frais qui te traverse ou une odeur qui pue ou j'en sais rien, ce que tu veux, mais qu'il se passe un truc sensoriel en fait. Et si tu arrives à aller au sensoriel, là tu tapes juste en fait et tu touches le cœur de la personne. Et pour moi, il y a un peu, on pourrait imaginer une pyramide de qualité de contenu. Tu as les contenus basiques, c'est des contenus informationnels. Après, tu as les contenus émotionnels et beaucoup de gens s'arrêtent ici parce qu'ils disent ouais, mais il faut créer des émotions et c'est tout. Et tu as les contenus sensoriels. Et là, c'est le niveau vraiment au-dessus où tu vas taper très 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 fort chez ton client. Moi, j'aime bien penser en termes de pensée, de façon de penser. Tu as la pensée basique qui est une pensée associative, c'est-à-dire tu sautes d'une idée à une autre et tu sais pas trop où tu vas et tu es dirigé par ton mental et tes pensées. Il y a la pensée dirigée, c'est-à-dire comme quand tu fais une équation mathématique, tu as une seule idée, une seule trajectoire, tu focus à fond et tu arrives à une solution. Et puis il y a la pensée créative où c'est univers ouvert, façon Minecraft, où en fait, tu es toi-même l'espace vide, le blanc d'une page où se passe, tu vois, l'écriture ou le contenu ou l'histoire. Euh, Après, pour faire le lien marketing, les histoires vendent, mais seulement les bonnes histoires. Et les bonnes histoires, c'est ce qui crée de la chimie dans le cerveau des gens. Et du coup, c'est en fait les histoires où les barrières mentales, les appréhensions, les jugements, les a priori, tout ça, ça s'annule automatiquement dans le cerveau de la personne qui te regarde ou qui te lit, parce que là, elle arrive à sentir ce que tu dis. Et c'est la meilleure façon d'arriver au cœur des gens, hein. On entend trop souvent parler dernièrement de parler avec le cœur, faire les choses avec le cœur, mais ça veut juste dire faire les choses avec émotion et pas avec seulement la pensée mathématique ou la pensée associative. Euh, on parle de ça comme ça a l'air d'être quelque chose de vraiment énorme. Mais mon conseil aux gens qui suivent cette émission, c'est vraiment entraînez-vous, les gars, à raconter des histoires à vos enfants, raconter des histoires à vos amis, mentez. Le mensonge, c'est une très belle façon d'apprendre le storytelling. Bien sûr, faites-le avec éthique. Et moi, j'ai pas lu Les Fourmis, j'ai lu Les Thanatonautes. C'était l'un des premiers romans que j'ai lu de Bernard Werber. Ça m'a juste retourné le cerveau. C'est un truc de dingue. Et en fait, du coup, je l'ai lu en quelques jours. J'ai pas. Et tu vois, c'est justement cette envie de tourner la page. C'est ça Ouais. la force d'une histoire. On a envie d'aller savoir qu'est-ce qui se passe après. Et ça, si on arrive à le faire dans une séquence email ou dans je sais pas, dans une série de shorts, peu importe le format, en hologramme, peut-être dans quelques mois, puisque là, on est déjà dans le futur. Euh, Ouais. Ça va être juste énorme, on va kiffer et on n'a pas besoin de vendre. Ou alors, paradoxalement, on se rendra compte que la vente est humaine et que c'est quelque chose qu'on fait tous les jours avec soi-même, avec les gens. Et du coup, ça va plus devenir un truc stressant ou une tâche, une corvée à faire. Hum, Parlons de shorts. En fait, toi, Baptiste, t'as jamais eu de problème d'image. Je veux dire, ouais, pour la petite histoire, personne ne la connaît sur moi. Moi, il y a 3 ans, j'osais même pas me montrer devant une caméra ou parler aux gens, tu vois, avec la caméra et tout. C'était hors de question. C'était non, je veux pas qu'on me voie, c'est pas moi le sujet, je reste derrière mon écran. En tant que freelance, ça m'arrangeait bien. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, OK, je vais me montrer comme je suis. Mais ça m'a pris du temps et d'énergie
pour passer d'un point A, j'ose pas être le centre de l'attention, puisque c'est une problématique qui revient souvent. À un point B, bah, j'assume qui je suis. Bon, si j'ai un contenu brut, parfois c'est brutal. Je dis ce que j'en pense et je m'en balèque. Pour toi, comment ça s'est passé? C'était chaud. En vrai, c'était vachement chaud. Parce que j'y étais du coup. Alors, moi, si tu veux, la façon dont j'ai découvert l'entrepreneuriat, c'est un pote qui m'a dit pendant que j'étais en énorme dépression je travaillais à la banque de ma mère à l'époque et du coup, moi, j'étais pistonné, je suis rentré. C'était une banque privée à Monaco et les banques privées à Monaco, c'est l'endroit où il y a le plus de dépressifs au mètre carré. Tu vois, c'est vraiment affreux. Et quand tu traînes avec 10 dépressifs toute la journée, tu finis très vite par devenir le 11e. Et à ce moment-là, j'ai un pote qui m'envoie un message, il me fait ah gros, faut que tu lises un livre et tout. Et je lui dis ouais, tu sais moi la lecture, bon, je suis pas très fan et tout. Ça me fait marrer de dire ça en sachant que maintenant je suis auteur de 4 bouquins. Et, euh, et du coup le bouquin c'était Olivier Roland. Tout le monde n'a pas la chance de rater ses études et miracle, j'étais en train de rater mes études et je me suis dit ah bon, donc c'est une chance de foirer complètement sa vie, c'est génial. Donc j'ai lu le bouquin. Et j'ai appris du coup tous les basiques, hein, comment vendre un truc, créer une offre, les réseaux, l'opportunité, ce genre de choses. Et il y avait cette histoire de créer du contenu. Et mon pote, il me fait ouais, bon, bah alors, soit il y a Facebook, alors Facebook à l'époque, j'étais pas super fan, soit Instagram, soit YouTube. Il n'y avait pas encore TikTok et tout. Et je me suis dit, bon, bah on va commencer avec Instagram. Donc j'ai commencé avec Instagram et je me suis dit, il faut que je crée un process où je crée beaucoup de contenu. J'étais vraiment dans la quantité au début. Et donc, je suis allé sur Canva, moralité, et j'ai créé tu sais, des posts citations comme tout le monde faisait, où je parlais vraiment très très franchement, il y a même un peu trop. J'ai vraiment des excès de confiance un peu vénères. Et des fois, je basculais vraiment dans la méchanceté gratuite, en fait. Bon, après, j'ai appris, c'était formateur. Et mon pote, il me fait ah, je vois que ça commence à bien marcher sur Insta et tout, c'est cool, machin. Tu devrais te diversifier, il me dit. Et je me dis, ouais, non, mais tu sais, bon, Insta, c'est sympa, et puis bah, j'ai pas forcément envie et tout. Bon, en vrai, je me chiais dessus, j'en pouvais plus, il avait trop peur. Il me fait, ouais, mais franchement, vas-y, fais une vidéo et tout, machin. Et il m'a cassé les couilles pendant peut-être 2-3 mois à me dire, mais fais des vidéos et tout, ça sortira bien, ça sera sympa et tout ça. Et je lui fais, non, franchement, j'ai peur et j'ai pas envie. Bon, ok, vas-y, je le fais. Et le problème, en fait, c'est que du coup, j'habitais donc chez mes parents à cette époque, et mon père est pompier. Donc là, il a pris sa retraite, et tant mieux parce qu'il en avait marre. Et, euh, et en fait, ce qui se passe quand tu es pompier, c'est que tes horaires de travail, c'est quand quelqu'un se pète la gueule dehors ou se fait mal. Donc tu sais pas, en fait, quand est-ce qu'il est à la maison, quand est-ce qu'il est pas à la maison. Et quand il y a tes parents, t'as pas envie du tout de faire tes vidéos. Tu vois. Encore aujourd'hui, moi, s'il y a mes parents à côté, j'aurais une espèce de micro-gêne. Je le fais quand même, ça me OK. dérange pas. Mais je me dirais, ah, laisse-moi tranquille, je le fais et je reviens. Tu vois. Donc je suis plutôt comme ça. Et, euh, et donc, du coup, je me suis dit, OK, il faut un moment où mon père, il est pas là, il travaille pas, où ma mère, elle est pas là non plus, où je suis tranquille et où je fais ma première vidéo. Et, euh, et plusieurs fois, je commence à tourner une vidéo dans ma chambre avec le tableau, alors c'était mal filmé et tout. Je commence à le faire et j'entends l'alarme, tu vois, l'alarme des pompiers, donc ça faisait attention, départ, VSAB1, tu vois. Et t'entendais le véhicule qui partait, je me disais, OK, c'est mon père qui s'en va, je peux y aller, tu vois. Donc je commence à faire mes contenus. Et après, en fait, ils te disent pas faux départ. Toi, t'es pas au courant du faux départ. Donc, des fois, mon père, il revenait et j'entendais la porte s'ouvrir et putain, je coupais tout. Je disais merde, il est là, il va revenir. Faut vite que je me cache et tout parce que j'avais honte au fait de ce que je faisais. Et, euh, et un jour, mon père, il vient me voir, il me fait bon, avec maman, on part dans le Var. On vous laisse ce week-end ici avec ma sœur et tout. Et ma sœur a passé son temps dehors, donc j'étais seul à la maison. Et je me suis dit ok, si je le fais pas ce week-end, je le ferai jamais. Je me chauffe et je fais une vidéo. Donc j'ai pris le tableau, je l'ai mis dans mon salon, je commence à installer un setup bordélique. J'avais fait un espèce de trépied avec ce truc-là, là, tu sais, les mini trépieds Yes. un peu pour les téléphones. Et putain, je suis allé dans Ouais. ma bibliothèque, je commence à faire une pile de livres. Je mets le trépied dessus, je mets le téléphone, c'est un vieux téléphone qui filmait mal, c'était pixelisé, c'était dégueulasse. Et je commence à tourner une vidéo, et elle est encore sur ma chaîne YouTube du coup. Donc c'est la toute première de ma chaîne, je me suis dit je la laisse pour que les gens qui stressent, je les renverrai là-dessus, je leur dirai regarde, j'ai commencé par ça aujourd'hui, je suis contacté par des personnes de haut niveau quand même. Et je commence à tourner la vidéo et je suis en panique, je bégaye, je fais pas de montage, le son il est dégueulasse, c'était affreux. L'image elle est pixelisée au possible, moi j'étais mal cadré, j'étais mal habillé, c'était vraiment n'importe quoi, tu vois. Et au final je l'ai fait quand même, je l'ai publié.
Et j'ai fait, je crois, 140 vues pour ma première vidéo de ma chaîne en 2017 ou 2018, je sais plus. Et je me dis, ah ouais, putain, j'ai touché des gens. Tu sais, j'étais impressionné, plus de 100 vues, j'étais vraiment impressionné. Je me dis, mais c'est incroyable et tout. Et je commence à me dire, vas-y, je vais en faire une deuxième. Donc la deuxième vidéo, j'ai pris mon tableau, j'ai dit, nique sa mère, j'ai trop peur de parler. Je vais juste filmer le tableau et dessiner. Et du coup, j'ai fait la différence entre un boss et un leader. Et j'ai dit, voilà, le boss, il monte tout seul et le leader, il aide les gens à monter avec lui et tout. Et c'est une vidéo d'une minute 50, tu vois. Et les gens commencent à me dire, ah, c'est bien ce que tu fais, c'est encourageant, ok, continue, Ouais. machin et tout. Et petit à petit, la sauce, elle a pris. Et puis voilà. Donc, petit à petit, j'ai commencé à prendre un peu confiance, à me faire un peu plus peur de temps en temps. Après, j'ai eu la panique du premier live. Le live, ça me stressait tellement de ouf. Je me disais, putain, mais si je dis une connerie en direct, je vais passer pour un con. En plus, il y aura personne. En plus, c'est difficile. Je sais pas ce que je dois leur dire et tout. Et aujourd'hui, bon, bah, on est là, tu vois, je discute, je rigole, j'en parle comme ça. Les lives, maintenant, c'est super naturel. C'est juste, c'est un Zoom avec un pote, sauf qu'il y a 300 potes en même temps, tu vois. Et bon, là, on est 8, c'est pas pareil. Mais juste, tu sais, t'es là, tu rigoles, tu passes ton bon moment, et puis c'est tout. Et c'est ce que je disais au C'est un début, jeu. c'est applicable, ouais, c'est du jeu. T'enlèves l'enjeu, tu mets du jeu. Et aujourd'hui, je pourrais aller voir mon père et lui dire, ah, viens, on fait une story ensemble. Alors, c'est pas du tout le style de mon père, mais je pourrais, Même tu pas vois, peur. j'oserais le faire. Ouais, ça serait marrant. Je vois ça vraiment comme un jeu. Et s'il est gêné, et je sais que mon père maintenant il est décomplexé, on discute, il me fait, ouais, dis-moi ce qu'il faut faire, et il va faire le con et on va rigoler, et je la publie, et il me dit, voilà, bah, je suis avec mon daron, on rigole un peu, on a fait une story, et je sais que les gens ils rigoleraient, tu vois. Donc, je pense que pour développer le haut niveau de confiance quant à la création de contenu, c'est juste, pas force-toi, mais juste essaye, C'est vois ce qui simple. se passe, Fais-le. voilà, tire tes conclusions et vitesse d'implémentation J'avoue. rapide et puis ça passe, quoi. C'est ça. Ouais, ouais. Et là, Baptiste, il vient de nous prouver qu'une bonne histoire, c'est juste Ouais. absolument super facile. Ça va, tu t'es pas trop ennuyé pendant l'histoire? Non, pas du tout. Moi, j'ai une, je sais pas si on appelle ça comme ça, j'ai une écoute visuelle. J'ai imaginé la petite alarme de pompier, ta petite chambre, ton petit Ouais. tableau, tu vois, le petit track. C'est trop mignon. Et franchement, c'est pour les gens qui nous écoutent et qui se lancent ou qui aimeraient se lancer en vidéo, on a toujours le track avant un live. Moi, j'avais un track de malade avant. Là, je me sens bien. Mais en fait, moi, mon astuce personnellement, c'est de me dire, ça n'a rien à voir avec moi. C'est pas, C'est il clair. s'agit pas de moi, en fait. Et ça, en fait, c'est Gary Vee qui l'avait dit dans une émission où on lui a demandé, on lui a posé la question, mais en fait, comment toi tu gères l'échec? Et il a dit, bah, en fait, je laisse pas le business entrer dans mon esprit, dans mon âme, in my soul. En fait, Mmh. le business, c'est le business. Si demain je foire, que je perds 1 milliard, c'est pas grave. Si demain je perds ma mère, ça va être grave, même avec 1 milliard. Donc là, ce que je fais devant une caméra, ce que je fais avec mes clients, tout ça, c'est pas grave si on foire. Au pire, on aura rigolerie et tout est réparable. Rien n'est irréversible dans la vie. Mais si on prend pas soin de sa santé mentale, de son kiff, de ne pas stresser, parce que le stress, vraiment, c'est un truc qui tue la créativité, mais qui tue encore plus de choses derrière, qui déclenche les maladies et tout. Bah, ça, c'est l'essentiel. Et je veux faire le pont en parlant de tes programmes, parce que la première fois, Baptiste, où j'ai vu ta communication, tu nous parlais de kiff, de bien chiller en faisant ce qu'on aime et quand même d'avoir des résultats. J'ai vu ça, tu vois, comme une façon, un lifestyle, mais pas comme une priorité. Mais ça, c'était avant de vivre en burn-out, parce que je kiffais déjà mon quotidien. Mais quand j'ai commencé à scaler, à avoir des clients de ouf, les millionnaires du web qui demandent que je travaille avec eux et que j'ai dit oui à tout le monde et que j'ai fini en cauchemar en cuisine, là, je me suis rendu compte que c'est pas des vitamines que tu nous vends, c'est des Doliprane, c'est vraiment des painkillers, c'est vraiment une façon de vivre sa meilleure vie et en fait créer une vision, mais aussi donner du sens à ce qu'on fait le jour au jour. Et j'ai l'impression en t'écoutant que chaque journée de 24 heures pour toi est une vie tout entière, que tu commences en fait avec une intention fraîche toute la journée, comme on ouvrirait un bonbon pour découvrir la saveur et puis on fait avec. Et puis à la fin, on a une récompense. Et puis les challenges, c'est comme les petits monstres à la fin de chaque level d'un game qu'on doit tuer pour passer à un level supérieur. Mais après, si c'est le monstre qui nous tue, c'est pas grave, on recommence. Mmh. Euh, J'aimerais aborder la question du sens.
Déjà, pour toi, est-ce que les choses doivent avoir du sens ou c'est le personnage qu'on a choisi ou qu'on est, dans ce game qui doit inventer un sens à ce qu'il fait? Je dirais pas qu'il faut en avoir ou qu'il faut en créer, il faut juste en ressentir. Il faut sentir que ce que tu fais, ça a du sens. Je le vois plus comme Yes. un truc qui est à l'intérieur, tu vois? Tu pas besoin de mettre du sens sur le fait d'aller au resto, mais ça fait sens pour toi parce que tu sais que tu vas passer un bon moment avec ta chérie, tu vois? Et Voilà. pour moi, c'est ça en fait, c'est de se dire: «Est-ce qu'à l'intérieur, ça compte?» Tu me donnais l'exemple de Gary Vee tout à l'heure avec, s'il perd sa maman ou s'il perd 1 milliard de dollars, heu, ça fait sens de pleurer parce que ta mère, a décédé. Ça fait pas sens de pleurer parce que tu as perdu, des chiffres sur un compte bancaire que tu Tout à peux fait. récupérer. Alors, bien sûr, tu as un piqué perdre 1 milliard, ça fait quand même un petit peu chier, on va pas se mentir, mais 1000 fois, je préfère perdre 1 milliard que perdre ma mère, tu vois? Parce que ta mère, tu la perds qu'une fois, le milliard, tu le perds, tu le refais. Ah de ouf. La mer, tu la perds, tu la refais pas. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment de se dire, qu'est-ce qui est important pour toi au moment où tu l'as fait, cette chose-là? Qu'est-ce qui est important de ne pas faire aussi? Par exemple, tu as des gens, ils vont se dire: «Ouais, moi, ce qui est important pour moi, c'est de faire du contenu». Ouais, mais il faut que ça soit important de le faire, quand tu es inspiré, pas de le faire tous les jours, par exemple. Et ça, c'est une des grosses erreurs que je vois. Quelqu'un qui véhicule beaucoup ça, tu vois, par exemple, c'est Antoine BM. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, il fait du super travail, mais il est toujours dans: «Faites du contenu Et le quotidien, c'est quotidien. le meilleur». Je suis pas d'accord avec lui sur ça, tu vois? Même si j'apprécie l'humain et l'entrepreneur, heu, pour moi, le contenu quotidien, par exemple, tu crées de l'habituation, tu crées de la lassitude, tu supprimes l'effet de surprise parce que tu sais que tu as ton rendez-vous à 9 heures tous les matins et au bout d'un moment, tu te dis: «Bon, bah, allez, c'est bon, j'arrête, j'ai ma dose d'Antoine BM ou j'ai ma dose de Baptiste Nourri et je passe à quelqu'un d'autre». Alors que si tu arrives et que tu dis: «Moi, ce qui fait sens, c'est d'ouvrir ma gueule seulement quand j'ai quelque chose à dire et pas quand je me cherche quelque chose à dire», c'était beaucoup plus magnétique en fait. Donc je m'égare un peu, mais ouais, pour moi, le sens, c'est vraiment quelque chose que tu ressens à l'intérieur et tu te dis, je sais pourquoi je fais les choses. Je l'ai fait parce que ça me remplit de bonheur, je l'ai fait parce que ça m'excite, je l'ai fait parce que ça me fait peur, je l'ai fait parce que je veux m'amuser, je l'ai fait parce que ça va me créer quelque chose à raconter. Tu vois, Hans Zimmer, par exemple, pour reprendre cet exemple-là, parce que le poste a quand même pas mal marché, euh, ça a parlé à plein de gens parce que quand j'ai vécu le truc sur place et qu'il y avait le mec derrière moi avec sa guitare et qui kiffait sa race, je me disais non seulement c'est trop stylé à vivre, j'ai vécu un moment de fou, mais j'étais déjà content d'anticiper comment j'allais en parler, tu vois. Je me disais, mais j'ai trop hâte de raconter ça aux gens. Et à aucun moment, je me suis dit, quand je vais en parler, je pourrais mettre un petit lien vers une offre et tout, les gens, ils vont payer, ils vont acheter parce qu'il y aura des clics. Non, je me suis juste dit, je vais en parler, ça va être trop, trop stylé d'en parler et les gens, ils vont adorer ce que je vais leur dire. Et c'est la seule intentionnalité que j'avais et le post a cartonné parce que j'avais ce désir profond de partager et le sens qu'il y avait dans ce partage, c'était je vous donne ça, c'est que de l'amour en fait. Prenez, c'est vraiment, c'est volontiers, tu vois. Et derrière, il n'y a pas de désir caché ou quoi que ce soit. C'est un peu comme quand on était gosse, tu passes une journée de dingue et quoi qu'il arrive, tu rentres le soir excité, tu as envie de raconter à tout le monde ce que tu as vécu et il y avait aucune intention derrière et du coup avec Ouais, cette vibe, bah, voilà, ça c'est un conseil en or que vous trouverez pas dans les livres les gars. Créez vos contenus comme l'enfant qui rentre le soir de l'école pour raconter une anecdote à ses parents, grave. juste parce qu'il avait de la joie à la vivre. Hem, est-ce qu'aujourd'hui on est obligé pour réussir d'être coaché? Non. Non, non, on Non. n'est pas obligé. Ça, c'est survendu. Tu mettras plus de temps. Ça, je suis d'accord, tu mettras un peu plus de temps. Mais obligé, moi, tu vois, je m'en rends compte. J'ai été coaché par des bons, des excellents coachs, d'autres un peu moins bons. Je ne donnerai pas de nom de préférence, c'est pas l'objectif. Oui. Euh, mais je crois pas que ce soit une nécessité. Et moi, aujourd'hui où j'en suis, je crois pas que je me referai coacher par qui que ce soit pendant longtemps. Euh, Parce que aujourd'hui, ce qui m'apprend le plus, c'est pas d'être coaché, c'est pas d'avoir quelqu'un qui va faire miroir avec moi, même si, bien sûr, j'apprends des choses. Moi, ce qui me fait grandir, c'est de vivre des expériences. Donc, si tu es coach, que tu veux me signer, fais-moi vivre une expérience, je vais te payer des milliers d'euros. Si tu es coach et que tu vas m'apprendre à faire des millions, à faire un super tunnel, à faire des trucs chiants, je te paierai pas. Même si le résultat il est incroyable. Promets-moi une expérience. Et moi, en fait, je suis dans cette optique-là. Et je me dis, aujourd'hui, à l'époque où on est,
Ce qui fonctionne, c'est plus forcément de l'individuel sans expérience. Il faut qu'il y ait l'individuel, il faut qu'il y ait l'expérience avec. Moi, mes clients, et je t'en parle parce que j'ai eu un consulting encore ce matin, c'est pas des Zooms. C'est on se retrouve à Menton, on va dans un bar, on boit un coup, on discute. Tu vois. Et ça, pour moi, c'est le futur, en fait. C'est de se dire, on est loin des IA, on est loin des algorithmes, on est loin des réseaux, on est loin des trucs classiques et tout. On se voit en vrai. Là, j'ai vraiment un énorme top leader qui m'a contacté aussi pour la gamification. Et il m'a dit spontanément, je veux pas faire du Zoom. Je veux que tu viennes ou que je vienne, on se loue un appart, on fait 2 jours ensemble et on fait un truc de fou ensemble. Et c'est quelqu'un qui est suivi par beaucoup de gens. Alors, c'est peut-être, voilà, je ne vais pas citer le nom non plus, mais c'est des personnes, en fait, je me rends compte, ils ont un niveau de conscience super élevé et ils se rendent compte en avance que le besoin maintenant, c'est d'aller traverser des moments de partage puissants. C'est plus juste, ouais, tu m'accompagnes sur ça. Non, c'est est-ce qu'on peut co-créer ce truc-là ensemble? J'adorerais qu'on fasse du business ensemble de telle manière. Je regardais aussi récemment pour aller Ouais. encore plus haut dans les strates, les fameuses interviews de Yomi Denzel et Oussama Hamar, et j'écoutais pas mal Oussama. J'adore. Et il disait justement, il fait un mastermind. Et en fait, le mastermind, c'est de l'expérience. Tu écoutais son truc, c'était on va partir plusieurs jours dans un endroit totalement inaccessible au grand public, où voilà, je sais pas ce qu'il va louer, si c'est un resto incroyable, un château, un palace, peu importe. Mais il y a une expérience. Et il disait, en fait, et c'est ça qui m'a marqué dans ce qu'il disait, c'est que il a recruté, en tout cas c'est ce qu'il compte faire, il disait, je vais recruter des acteurs qui vont nous mettre une ambiance avec un mec qui t'accueille à l'entrée en tenue un peu cérémonielle et tout, et où on te dit voilà, prenez place, asseyez-vous à table, et tu commences à te faire servir avec des mecs costumés, des trucs un peu stylés, tu vois. Et je me dis, ça c'est le futur. Et si des mecs comme Oussama Hamar, comme des clients que je peux avoir aussi, alors c'est pas des clients du niveau d'Oussama, mais c'est des mecs en termes humanité, ils sont géniaux aussi. Euh, c'est des mecs qui pèsent très lourd. Bah, ces gens-là, tu les écoutes, ils cherchent de l'expérience. Et quand je vais à un autre niveau, quand je vais vraiment tout en bas du niveau entrepreneurial, que c'est vraiment des débutants, c'est la même chose, je me rends compte en fait. Ils cherchent de l'expérience. Et tous les entrepreneurs, je ne vais pas te faire de balles perdues, mais il y a des entrepreneurs à qui je pense avec des Lamborghini orange qui abusent un petit peu sur la publicité Facebook, je ne citerai pas de nom, qui, qui s'occupent un peu de la moyenne de ces gens-là, qui sont pas top niveau, mais qui sont pas non plus débutants, qui sont intermédiaires, comme toi ou moi par exemple, où on fait des chiffres qui sont très bien, mais on vise pas le million et c'est pas forcément l'objectif Ouais. ultime de notre vie. Bah, ces gens-là, pareil, ils ont besoin d'expérience, ils ont envie de s'amuser. Et si tu écoutes, quand tu discutes un peu avec les gens, enfin moi j'ai cette chance aussi d'avoir, j'ai un mastermind à côté, j'ai des entrepreneurs vraiment haut niveau avec moi, on parle de tout et de rien machin, et c'est toujours la même chose à chaque fois, c'est comment je m'amuse plus dans ce que je fais. Toujours. C'est jamais comment je fais plus de ventes, comment j'augmente telle autre conversion, comment ceci, comment cela. Et ceux qui sont focus sur ça, ils sont tristes. Mais vraiment, je sens qu'il leur manque un truc, tu vois. Ils sont là, ouais, je m'amuse, j'aime bien ce que je fais, mais point de suspension, insérer un Covid. bullshit, tu vois. Ouais. Donc il manque ça. Et pour moi, c'est vraiment cette idée de réfléchir en termes d'expérience. Si tu crées des expériences Exactement. pour toi, tu as des choses à Ouais. raconter tout le temps. Même pendant le processus de vente, le conseil que je donne à tous mes clients, c'est mettez l'eau à la bouche des gens, créez l'effet: «Mais putain, si je vis ça avant même d'avoir acheté chez le mec, comment ça serait quand je serai de l'autre côté?» Et comme ça, vous allez pas avoir à vendre ou à convaincre. On a testé ça, on a fait 75 K en un mois avec un groupe, en organique avec 500 personnes et puis quelques semaines après, pour la même thématique, je vois une entrepreneure, je vais pas citer son nom, mais je pense que tu vois de qui je parle, qui fait une expérience de ouf, pour l'intuition, pour l'énergie. Ok. Elle invite les gens dans un château, elle fait un jeu, pour faire bosser leur intuition et je vois dans les commentaires, il y a même des entrepreneurs et des gens qui lui disent: «Mais est-ce que je peux venir avec mes enfants et tout?» Vu l'engouement, je peux imaginer les chiffres derrière. C'est quand même important, les chiffres. Mais en tout cas, quand j'ai vu ça, d'abord j'ai été jalouse de ne pas avoir eu cette idée et ensuite je me suis dit: «Mais putain, j'aimerais trop y être», même si sa promesse, ça m'intéresse pas forcément. Tu vois ce que je veux dire? Alors, cet entrepreneur, pour l'anecdote, j'y suis pas pour rien sur cet événement. Voilà, ça J'ai reste ici. senti, j'ai senti ton blaze, tu vois? Non, en C'est vrai, ouf, je suis trop c'est un content, truc de dingue. c'est trop bien. C'est super bien ce qu'elle fait. Ouais. Mais du coup, ouais, ouais, c'est génial.
Franchement. C'est dingue. Et pareil, Bah, moi du aussi, coup, je me suis dit, ça mais m'inspire. j'aurais kiffé avoir cette idée et le faire, tu vois. Et bon, après, j'ai ces idées pour moi aussi. Je fais aussi des événements comme ça. Voilà. Mais voilà, c'est trop trop bien. Moi, je suis super content pour elle et je pense qu'elle fera des trucs de fou. Et vu Elle est l'engouement, comme tu dis, les chiffres y suivent en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a, comme tu dis, claire. cette notion d'expérience. Donc c'est trop Et cool. et puis quand tu fais vivre une expérience de ce genre aux gens, ils vont en parler à tout le monde, ils vont le crier sur tous les toits. Quand tu ne fais que livrer dans la limite de la promesse que tu leur as fait, bah, tout le monde, tu dois forcer pour avoir des témoignages, des machins et c'est complètement différent. En tout cas, c'est très inspirant pour moi. Baptiste, aujourd'hui, pour, travailler avec toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu m'envoies un petit message privé. Coucou Baptiste, comment tu vas? Si tu arrives Ah avec une d'accord. blague, déjà, tu gagnes des points. Tu prends 50% de réduction d'office, tu vois. Si tu arrives avec une blague ou un truc marrant, on va bien s'entendre. Et après, bah, voilà, tu me dis ce qui se passe et puis on discute. J'ai pas de Calendly, enfin j'ai un Calendly, mais du coup je m'en sers pas, il est pas à jour. J'ai pas d'équipe qui va te prendre en charge, je te prends en charge moi. J'ai pas Ophélie, le Génial. 7 heures de mon équipe qui va s'occuper de ce que tu fais. Voilà. Tu m'envoies un message, tu me dis ce qui se passe et puis on discute, on voit ce qui peut être cool à créer ensemble. Il y a un truc qui m'a traversé l'esprit tout à l'heure quand je t'écoutais parler du sens. En fait, j'ai participé à une sorte de cercle d'entrepreneurs où j'ai contribué avec mon coaching en copywriting, communication, marketing. En fait, à la fin de cette expérience, il y en a 3 sur 10 qui ont refait la même chose que la personne qui nous formait. Tu vois, ils étaient dans un groupe de coaching, il y avait un formateur, un groupe de coaching. À la fin, ils ont payé, tu vois. C'était du high ticket, c'était plus de 8 000 € le coaching. Ils ont payé, mais à la fin, au lieu d'aller chercher quelque chose qu'ils aiment faire, qui va avoir leur empreinte à eux, ils ont juste refait ce que leur formateur faisait, mais à leur guise. Euh, Bah, je sais pas en fait d'où ça vient. Est-ce que c'est une question de valeur de soi? Mais c'est un phénomène qui est de plus en plus présent sur le web, de copier, de lire les 3 premiers livres en diagonale de ta thématique et de devenir expert, ou alors de se faire payer une formation pour voir un peu la cuisine interne et refaire la même chose. À ton avis, d'où ça vient et comment on peut faire pour ne pas tomber dans ce piège? Parce que finalement, ça apportera aucun résultat. Ou alors, Alors mon meilleur exemple, c'est ma chérie, on en parlait juste avant le live. Il y a des gens, donc c'est des photographes qui copient mot à mot ce qu'elle fait. Alors moi, ma chérie, je suis super fière d'elle, elle fait du super travail et c'est vraiment du contenu, bah, un peu comme moi, tu vois, c'est authentique, elle dit les choses et quand ça dérange, elle le dit aussi. Et, euh, et tout à l'heure, elle m'envoie un screenshot, elle est rentrée de chez le coiffeur et elle me fait ouais, je t'envoie un screen de mon post et je t'envoie un screen de la personne qui a fait un contenu. Et elle a entouré, en fait, il y a vraiment des phrases limite mot à mot, tu vois, reprises, les mots-clés, la thématique, etc. Et elle était en colère. Et je lui dis, mais t'énerve pas, non seulement pour toi c'est flatteur d'être copié, c'est cool. Et ensuite, on a ouais. un peu réfléchi, tu vois, on discutait un petit peu. Et je pense que quand on aura fini le live, j'irai discuter aussi avec elle de ça. Parce que je crois qu'elle est sur le live, je suis pas sûr. Et du coup, on se disait, mais ces gens-là, c'est des gens, ils ont juste pas confiance en eux et ils ont besoin de la méthode extérieure pour se faire croire qu'ils ont une consistance. Et pour moi, ça crée du syndrome de l'imposteur justifié. Voilà. C'est-à-dire que quand tu te sens imposteur, t'es imposteur. Faut arrêter de croire qu'il faut vaincre le syndrome de l'imposteur, etc. Non, apprends ton métier. Un médecin, il n'a pas le syndrome de l'imposteur. Il a fait 7 ans d'études et il sait opérer ou il sait faire tel truc, tel machin. Parce que il s'est formé correctement. Le syndrome de l'imposteur, c'est le symptôme du non-apprentissage. T'es pas imposteur quand tu connais ton expertise et tu ressens du syndrome de l'imposteur quand tu fais de la merde et que tu as besoin de copier des gens pour te faire croire que tu as une consistance professionnelle. Et je le vois parce que j'ai aussi des yeux dans le marché de la photo grâce à ma chérie. Et je vois qu'il y a énormément de photographes. Par exemple, elle est dans le boudoir. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de photographes boudoir qui font de la merde parce qu'ils copient, en fait. Et ils n'ont pas de consistance, ils ont pas de patte artistique. Ils font ce qui marche déjà et ils pensent que parce que ça marche pour quelqu'un, ça marche pour tout le monde. Mais si je te donne ma diète qui me rend heureux, tu vas déprimer de ouf parce que je mange comme un porc en fait. Et c'est pareil pour le business. C'est-à-dire que il faut que tu fasses des choses qui te ressemblent. Et les gens comprennent pas ça. Alors je prends l'exemple de ma chérie dans la photo, mais c'est pareil pour nous dans le coaching, dans le business, etc. Quand tu te fais coacher et qu'on t'apprend une méthode et que tu te mets à faire la même chose, surtout si tu as payé 8000 balles, tu as tout intérêt à ne pas copier et à t'approprier les choses. Et en fait, c'est ça la tristesse, c'est que les gens, ils n'ont pas confiance en eux.
et ils se disent, je vais pas trop me prendre la tête. En plus, j'ai payé 8 000 € alors je peux me permettre. Et ils se cachent un peu derrière la somme qu'ils vont sortir. Et ils se disent, ben, pour 8 000 €, je suis censé avoir une méthode qui fonctionne, donc je vais l'appliquer, donc ça va forcément marcher. Et ça marche pas pourquoi? Parce que ça te ressemble pas. C'est tout en fait. Donc les gens que tu as vus, tu vois, qui me disaient, qui te disaient du moins à toi, voilà, j'ai payé 8 000 balles et du coup je copie et ça fonctionne pas et je comprends pas pourquoi. C'est très simple à comprendre, tu fais quelque chose qui te ressemble pas. Si je copie Picasso, ça sera pas une œuvre d'art, ça sera du papier Voilà, ce cul, que j'allais te dire. littéralement, tu vois. C'est ouf. Donc c'est ça la question en fait, c'est de se dire, mais ne copie pas des artistes, ça peut pas marcher pour toi. Et en fait, c'est le même syndrome. Tu vois, pour toi, c'est des gens un peu pigeonnés qui ont payé 8 000 balles. Mais il y a une autre manière d'être pigeonné, c'est de payer des bouquins même à 20 balles, où tu vas copier une méthode d'un mec, tu le connais pas, tu sais pas comment il fonctionne, tu sais pas quelles sont ses valeurs. Alors les valeurs, on les connaît, hein, liberté, machin, un truc, ok. Mais toi, tes valeurs à toi, les vraies valeurs, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment de la liberté ou est-ce qu'il y a Voilà. quelque chose au-dessus de ça, tu vois? Et voilà, pour moi, il y a vraiment cette espèce de copie naturelle qui, pour moi, est juste un aveu de faiblesse. Pour moi, les gens qui copient, même Exactement. inconsciemment, font cet aveu de faiblesse. Ils te montrent, en fait, quelqu'un qui fait la même chose que quelqu'un d'autre, qui dit ah, moi, méthode, c'est la méthode de machin, de truc. Là, je dis ok, t'es pas qualifié pour travailler. Enfin, tu es très qualifié pour que je travaille avec toi, mais toi, par contre, t'es pas du tout qualifié pour m'aider. Rien à faire, c'est pas possible. Si t'as pas un marketing, on va appeler ça un marketing signature, tu peux rien faire en fait. Au bout d'un moment, on va se dire ah ouais, toi je te connais, t'es la copie d'un tel. Et c'est la pire chose qui peut t'arriver, c'est d'être taxé de toi, tu es la copie de machin. T'es la version Lidl de tel entrepreneur. Et ça, c'est une catastrophe pour quelqu'un, quoi. Et du coup, il y a une question, puisqu'on parle de se différencier, de se démarquer. La plupart des gens qui venaient me voir avant, quand je bossais encore avec des débutants, ils croyaient, dur comme fer, que pour être unique, il faut dire des choses que personne n'avait jamais dit avant. Je répondais que non. Ben, d'abord, tu dis ce qu'il y a, enfin, comme Oussama Ammar, il le dit si bien, tous les livres ont déjà été écrits, tous les Mm. films ont déjà été réalisés. Maintenant, c'est ta vision des choses qui va faire que c'est différent et que c'est unique parce que ça te ressemble un peu comme, tu vois, les notes bleues dans le blues, oui, qui font partie de la même symphonie, mais qui se démarquent par leur nature et pas par leur mélodie. Euh, mais après, quand j'ai approfondi un petit peu, tu parlais tout à l'heure de la courbe d'apprentissage, du coup, quand j'ai apprivoisé le marketing, je me suis rendu compte que c'est pas intuitif d'être unique. Il faut avoir une idée marketing unique, un mécanisme unique, une méthode unique, un positionnement unique, et que ça se travaille. C'est pas quelque chose qu'on a intuitivement, sauf quand on est un petit génie. Euh, Toi, qu'est-ce que tu conseillerais aux débutants qui veulent se démarquer, qui veulent avoir un positionnement puissant, mais qui respectent leur nature, qui ils sont, et sans avoir à jouer des rôles, ni à se cacher derrière, tu vois, d'autres personnes qui les ont inspirés? Juste faire encore plus de ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que plus tu t'assumes, plus ça va se Ouais, sentir dans ton marketing et plus ce sera un marketing qui va être soit osé, soit doux, soit politiquement très incorrect. Moi, je fais partie un peu de ces gens-là, même quoique je m'assagis un petit peu, mais il y a vraiment cette idée de plus tu assumes ta vraie nature humaine dans les côtés cool et les côtés vraiment pourris, ouais, mieux c'est en fait. Moi, j'ai surtout. pas peur de dire cette personne-là, elle crée de la jalousie chez moi. Cette personne-là, elle me casse les Voilà. couilles. Cette personne-là, elle me révolte. Cette personne-là, je la vomis, elle me dégoûte. Et cette personne-là, c'est une pute. Voilà, tu vois, je vais pas avoir de réticence à dire Ouais. 100% de ce que je pense de quelqu'un. Et même être injuste. J'ai pas de réticence non plus à être injuste. Il y a des gens, je les aime pas, je peux pas les voir en peinture. Et pour aucune raison, tu vois, c'est des gens qui m'ont rien fait. Et c'est même des fois des gens qui m'ont aidé, tu vois, qui ont pris du temps pour moi, qui sont intervenus. Aujourd'hui, ils me saoulent. Et j'ai pas peur de dire, un tel, il me gonfle. Parce que raison 1, raison 2, raison 3. Et c'est injuste. Et c'est comme ça. Et tu peux rien y faire. Et c'est pas grave. Donc, le but pour les gens qui nous écoutent, c'est pas de faire comme moi et d'être le vilain petit canard d'Internet et de critiquer tout le monde. Loin de là. Le but, c'est de dire les choses qui sont vraies pour vous, même si elles sont moches. Si tu as fait une faillite, t'as pas besoin d'avoir honte. Dis-le que tu as fait Ouais. une faillite et dis-nous ce que ça t'apprend. Si tu as arnaqué un client, dis-le que tu as arnaqué un client et explique-nous ce que tu as appris en faisant ça. Tu vas avoir peut-être un conflit moral, tu vas peut-être apprendre des choses sur toi, tu vas peut-être apprendre que
bah, tu arnaques peut-être tes clients parce que tu n'es pas du tout dans ton domaine ou quoi que ce soit, tu vois. Si tu as, je sais pas moi, t'as beaucoup de clients qui te payent plus parce que tu n'arrives pas à faire une rétention correcte ou que tu sais pas créer un contrat, pareil, dis les choses, tu vois. Parle de tes erreurs, parle de tes conneries, parle des choses que tu as mal faites, parle des moments où tu as été méchant, parle des injustices que tu as vécues et que tu as commises. Parce que souvent, les gens, ils font les victimes. Place-toi aussi un petit peu Ouais. en bourreau quand tu fais du contenu. Qu'est-ce que toi, tu fais de pas bien aussi? Et ça, c'est cool, ça marche vraiment bien. Et je pense qu'un entrepreneur qui débute, il a tout intérêt à juste. De toute façon, c'est tout ce qu'il a. Aujourd'hui, comme tu dis, tout a déjà été fait. Le marketing, tout le monde connaît les techniques, tout le monde sait comment tu vends quelque chose. Par contre, tout le monde ne connaît pas la façon dont Zara voit les choses, la façon dont Baptiste voit les choses, la façon dont machin voit les choses. Et c'est ça, en fait, qui fait la différence maintenant. C'est juste à quel point tu assumes ta singularité et à quel point elle ressort, en fait, dans ta façon de parler. Et l'erreur, en fait, par rapport à ça, que beaucoup de débutants peuvent faire, c'est de faire ça de manière un peu superficielle. Où ils se disent, ah ouais, demain, je vais faire un contenu coup de gueule parce que ça marche bien et tout. J'ai Non, vu ça. tu vois, ça se prévoit pas. C'est quand tu es vraiment vénère. Tu dis pas, je fais un contenu coup de gueule. Tu dis, là, je suis vraiment énervé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça, parce que ça, parce que ça. Et là, tu fais vraiment un contenu de fou. Parce que ça sort de ta vérité. Donc, pour un débutant, le conseil en une phrase, ce serait écrivez des choses sur ce qui est vrai pour vous au moment où vous les écrivez. Voilà. C'est un peu en une phrase pour résumer un peu. Moi, un truc que je trouve dingue, c'est qu'on sait jamais quand ça marche, on sait jamais pourquoi ça a marché. Je te donne un exemple, l'année dernière, la plupart de mes clients, mes plus gros clients sont venus me voir quand j'ai posté des choses sur genre, on n'est pas sur Tinder, camarade, tu vois, si tu me dragues, je te bloque. Ce genre de post communautaire un peu où je parle, je sais pas, d'un coup de gueule qui n'a rien à voir avec business, le conseil, tout ça. Et ils viennent me voir pour découvrir en fait l'univers, la personne derrière. En fait, ils savent qu'il y a de la valeur, mais c'est très rare quand quelqu'un est venu me voir parce que j'ai posté un truc sur le marketing ou sur le copywriting, où je faisais de l'enseignement ou de l'expertise. Et du coup, pour moi personnellement, je ne sais pas anticiper les choses qui vont marcher, mais je peux tester, suivre mon intuition, mon cœur et puis, bah, quand ça marche, quoi. Tu peux pas savoir, mais Comment ton on intuition peut peut, savoir. Ouais, du voilà, coup, je sais c'est pas ça, si j'ai c'est ça disrupté le ta truc, question, mais, c'est ça. mais voilà, je Non, pense que c'est ça la ouais, c'est ton intuition, elle sait quand ça va marcher. Tu sais, c'est la bonne impression. Tu te dis, ouais, c'est flippant, c'est dangereux, mais je le sens bien. Tu vois, là, la phrase, je le sens bien, c'est un feeling, c'est un truc que je peux pas l'expliquer, mais je pense que n'importe qui ici peut savoir ce que tu ressens quand tu es dans cette ouais. optique-là. Ouais, je sens que ça va être cool. C'est que ça va être cool. Ou là, je sens que c'est un peu galère. Là, je sens que je vais me faire chier. Je sens que ce client, ça va pas le faire. Je sens que ce contenu, il va pas marcher. Ça va foirer. 100%, ça va foirer. J'aurais dû Et c'est ça, en m'écouter. fait, voilà. Donc, c'est vraiment ça, en fait. C'est de se dire, euh, ton intuition, elle te dit quoi sur ce sur quoi tu te questionnes. Tu te questionnes sur ton avenir, tu te questionnes sur ton couple, tu te questionnes sur ton business, tu te questionnes sur tes potes, tu te questionnes sur ton offre, sur tes clients. Ton intuition te dit quoi par rapport à ça? Écoute tes tripes, Voilà, écoute pas ta tête, exactement. écoute tes tripes, c'est juste, magique. L'intelligence artificielle, je vais pas te poser la Ouf. question, la fameuse question: «Est-ce que ça va remplacer les coachs?» On s'en balèque, on sait que, personne ne peut remplacer personne et puis on s'adapte aussi, à la réalité du marché. Heu, En fait, il y a Idriss Aberkan qui avait dit un truc qui m'est resté à l'esprit, c'était que chaque révolution passe par 3 étapes, dangereux, Ridicule, dangereux, non, évident. ridicule, dangereux et évident. Est-ce que pour toi, l'intelligence artificielle, ça passera par les 3 étapes et puis on se rendra compte un jour que, en fait, c'est pas l'IA le problème, c'est l'humain qui l'utilise? Alors pour moi, l'IA, on est déjà à la phase d'évidence parce que l'IA, on l'utilise Yes. depuis beaucoup plus longtemps qu'on croit. Tu joues à un jeu vidéo en 1990, tu es déjà en train de te battre contre des IA. L'IA, ça fait super longtemps que ça existe et pour moi, heu, ce qui fait que ça a l'air dangereux, que ça a l'air flippant et tout, c'est juste que c'est médiatisé. Quand un média, il s'empare d'un truc, il en fait quelque chose de dangereux parce que c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est comme ça qu'il fait de l'audimat. Maintenant, bien sûr Yes. que l'IA a évolué, bien sûr qu'aujourd'hui, ChatGPT, ça peut être un peu flippant. Bien sûr que ce que Oussama Hamar ou Tessa Berkane vont dire sur l'IA, ça peut commencer à créer des scénarios un petit peu catastrophiques. Ah, bien sûr. Bien sûr que dans les mains d'un être humain,
ça m'inquiète parce que je connais la nature humaine et que forcément il y a des cons qui vont faire des conneries avec. Connerie humaine. Mais voilà. Moi, je vois ça plus avec un œil curieux. J'ai pas peur d'être remplacé, comme tu disais, on n'est pas remplaçable parce que c'est notre singularité qui nous fait vendre des choses. Donc, je suis pas stressé par ça et de toute façon, on a une capacité d'adaptation. On a survécu à des guerres mondiales, on a survécu à des pandémies, on a survécu à des animaux, à des prédateurs, on a survécu à des changements climatiques. C'est pas une technologie qui va nous flinguer, j'y crois pas. Et, et en fait, ouais, je pense pas que. Pour moi, on est déjà au stade d'évidence, en fait. Si tu regardes un petit peu, même des gens qui sont pointus sur le sujet, c'est juste attention, calmez-vous. Mais l'IA, elle est déjà dans nos vies depuis longtemps. Quand je sais pas, tu parles à un bot sur un site pour je sais pas, prendre rendez-vous sur Doctolib ou j'en sais rien, tu vois, bah, tu es déjà en train Ouais. de parler à une IA. Quand tu parles à Alexa pour mettre une playlist ou à Spotify ou à comment ça s'appelle, à Siri ou des choses comme ça, c'est déjà des IA et c'est déjà implémenté dans le quotidien des gens et les gens ne se rendent pas compte de ça. Bien sûr que nous, dans notre petit microcosme d'entrepreneurs, ChatGPT, c'est incroyable. Va voir quelqu'un dans la rue. Bonjour, vous connaissez ChatGPT? Peut-être, je pense, 7 ou 8 personnes sur 10 ils ne savent pas te dire ce que c'est. Parce que c'est pas encore dans les mœurs et ça dépend aussi du niveau de conscience. Il y a des gens pour qui c'est évident, il y en a pour qui c'est dangereux et il y en a pour qui c'est ridicule. Si je parle de ChatGPT à ma grand-mère, elle va me dire viens plutôt boire un coca avec moi, on rigole au bord de la piscine, tu vois. Voilà. Par contre, tu en parles à Oussama, il va te dire que On c'est tient en chaud, son coup. voilà. Donc ça dépend à qui t'en parles, je pense. À mon avis, la limite du propos d'Idriss Aberkan, c'est qu'il généralise en fait un concept, mais qu'il y a des temporalités individuelles aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui ça va être à un stade et des gens pour qui ça va être à un autre stade. Moi, pour moi, c'est évident. Pour d'autres, ça va pas être le cas du tout. Donc, la question à se poser, c'est moi, où est-ce que je me situe par rapport à ça? Est-ce que je pense que c'est ridicule? Est-ce que je pense que c'est dangereux? Est-ce que je pense que c'est évident? Ouais. Et selon ce stade-là, comment je bonifie ma position par rapport à ça? Si tu penses que c'est ridicule, trouve des solutions alternatives. Si tu penses que c'est dangereux, prépare-toi et anticipe les dangers. Si tu penses Mmh. que c'est évident, approprie-toi les codes et puis voilà. Mais il y a toujours quelque chose à faire, quel que soit le stade où on est. Donc la question, c'est ça, c'est où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Qu'est-ce que j'en pense? Et comment je me prépare à ce qui va venir, en fait. Donc, voilà. Heu, Après ça pour nous, enfin pour moi en tant que marketeur et copywriter, je trouve ça très utile. Je te cache pas Ouais. que, au lieu de déléguer, tu vois, par exemple, la correction de l'orthographe à quelqu'un sur 5 euros.com, bah, je fais ça sur, ChatGPT et ça me fait gagner du temps. Après j'aimerais bien que ça soit une occasion d'automatiser toutes les tâches qui me font chier, genre, les visuels, Canva, tout ça, c'est pas ma tasse de thé et je suis pas encore au stade de pouvoir gérer des équipes, tout ça, ça me gonfle, tu vois? Donc le mieux, c'est de voir comment est-ce que ça peut être utile pour moi, comment est-ce que ça peut me servir et pour moi, toutes les questions d'ordre, idéologique, ça m'intéresse pas pour l'instant. Heu, Après voilà. J'ai, j'ai la conviction que, le futur, comme on partage pas tous la même réalité, ben, on partagera pas non plus le même futur et la meilleure façon de créer un bon futur, un beau futur, c'est de kiffer le présent et de tisser le présent à partir du kiff et ça, je te remercie, aujourd'hui pour moi personnellement, en t'écoutant parler, je me sens légitime dans ma quête de fonctionner à partir de mon éternel enfant, sans en faire, tu vois, des croyances, perchées ou quoi que ce soit, mais juste être dans la simplicité de, «OK, c'est comme ça que je fonctionne». J'ai le droit d'avoir du plaisir, j'ai le droit d'être qui je suis, c'est-à-dire, spontanée, bordélique, faire de plein d'erreurs, avoir un manque de focus parfois et puis d'utiliser mon inspiration quand ça me chante. Heu, Merci beaucoup de m'avoir, déculpabilisée par rapport à ça, pour les Avec conseils en plaisir. or. Entrepreneur du kiff, c'est sur Amazon, c'est le meilleur livre qu'on puisse lire, puisqu'il y a pas de méthode, il y a pas de stratégie, il y a que des En jeux effet. du kiff. Merci, Baptiste pour ta présence. Je vous retrouve, le vendredi avec Meryl Camus. Je vais vous annoncer l'heure, de notre prochain épisode et c'était Zara H dans Boost en marketing. Ciao, ciao.